Bon, bonjour à toutes et tous. Sauf erreur, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Coraline ou Stéphane? Non, c'est bon? Ok. Juste un petit rappel avant de commencer sur l'organisation de la journée. Bon, on est assez nombreux, et en intervenant et en participant. On prend le parti pour les participants de ne pas autoriser les micros. En tout cas, dans un premier temps, on verra en fonction de la journée si on peut libérer un peu la parole. L'idée, c'est de couper vos caméras, sauf si vous êtes si vous êtes intervenant. Donc, à partir du moment où vous intervenez sur une table ronde, sur une séquence, on va dire, allumez votre caméra. Et on va privilégier donc le chat que vous pouvez retrouver dans les outils sur votre écran Teams. Là. On aura des temps de parole à la fin de chaque séquence, des temps d'échange. Et donc, on va de toute façon dialoguer. Léane, qui est à côté de moi, là, et Rachel, vont, dans la mesure du possible, dialoguer en continu, répondre à vos questions, aux observations dans la conversation. Et puis aussi, on récupérera ces questions et observations pour les temps d'échange. Voilà. Je pense que je vais passer la parole à Audrey Corot pour ouvrir la journée de l'Office français de biodiversité. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'Office français de la biodiversité sur ces journées naviguées. Et vous le savez, l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public créé tout début 2020, donc on va fêter nos 2 ans dans quelques jours. Il reprend pour les milieux marins les missions de l'Agence des aires marines protégées et de l'Agence française pour la biodiversité. Ceci dit, ce nouvel établissement s'intéresse tant aux milieux terrestres, aquatiques que marins. Notre objectif est vraiment d'accompagner les politiques publiques de biodiversité dans toutes leurs composantes. Et pour ça, il est indispensable de mobiliser l'ensemble des parties prenantes, entreprises, collectivités, usagers, afin que chacun puisse agir à son niveau selon ses impacts et ses responsabilités. Le nautisme et la plaisance sont des activités présentes sur l'ensemble des littoraux. Toutes les façades métropolitaines et outre-mer sont concernées, et le nautisme est présent dans toutes les aires marines protégées. La question des interactions entre cette activité et les écosystèmes marins est donc une question largement partagée dans le réseau des aires marines protégées françaises et plus généralement sur le littoral. La plaisance et les sports de loisirs en mer intéressent la protection des milieux marins pour plusieurs raisons. D'abord, comme toute activité humaine, ils présentent des impacts sur les écosystèmes marins et terrestres. Ces impacts sont liés au cycle de vie des embarcations, aux infrastructures associées, aux usages pour l'entretien des navires, avec des conséquences sur la qualité de l'eau, mais aussi aux pratiques des usagers, que ce soit le mouillage, avec des risques d'abrasion sur des habitats et des espèces protégées, ou bien la navigation elle-même, qui peut être source de dérangement en période de nidification des oiseaux, par exemple. Mais les acteurs du nautisme et de la plaisance sont aussi une formidable opportunité de faire connaître et de protéger les milieux marins. Amoureux du littoral, des océans et de leurs pratiques, nous partageons le même objectif de pouvoir continuer à bénéficier des richesses des milieux marins, que ce soit les paysages ou les ressources. Et à cet effet, l'OFB a mis en place plusieurs initiatives pour informer et sensibiliser les pratiquants. Je citerai en particulier 2 initiatives que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Le site web C'est mon spot sur le littoral breton avec sa page Facebook associée qui informe sur les enjeux et recommande des comportements permettant de limiter le dérangement sur les oiseaux marins et les phoques en Bretagne. Et son déploiement aux autres régions est en cours de réflexion, notamment dans les Pays de la Loire et en Normandie. Deuxième exemple, l'application Navanco, développée dans le cadre du projet Life Intégré Mara pour Habitat Marin, en partenariat avec le CHOM et qui sera présentée au cours de cette journée. Enfin, la filière nautique, c'est un véritable enjeu socio-économique avec plus de 5500 entreprises, de la production à la distribution en passant par les services, et un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, avec environ 43 000 salariés. Il y a donc aussi un enjeu pour l'OFB d'accompagner la durabilité de cette filière et de susciter l'engagement de ces entreprises en faveur de la nature.
L'Office français de la biodiversité porte depuis 2013 le programme Éco-naviguer dans une aire marine protégée. Donc ça fait déjà un petit moment. Ce portage était en lien jusqu'en 2018 avec le réseau Econav et aujourd'hui avec l'association Innovation Bleue. Ce programme, il a cherché à mobiliser les gestionnaires d'aires marines protégées sur la problématique de l'éco-navigation. Après un bilan des attentes des gestionnaires, nous avons cherché à accompagner des projets pour tester des dispositifs techniques de limitation des impacts, par exemple sur les mouillages, analyser certains impacts de la plaisance, avec l'exemple des anti-fouling, et favoriser l'appréhension des enjeux écologiques en accompagnant des actions de sensibilisation. Pour cela, nous avons déjà mené plusieurs actions en collectif encore, ce n'est pas juste l'OFB. La production de fiches de retour d'expérience et de vidéos, 2 appels à projets en 2015 et en 2016, et plus récemment les appels à projets mouillage du Life Mara, et puis des rencontres interprofessionnelles. Ces rencontres sont vraiment importantes parce que c'est là que le réseau se tisse, que les bonnes pratiques s'échangent et qu'on peut collectivement accompagner l'amélioration de ces pratiques. 2 rencontres se sont déjà tenues, en 2018 sur les vedettes à passagers et sur leur rôle en tant que vecteur de sensibilisation du grand public, ainsi que les évolutions techniques possibles pour rendre cette activité moins impactante sur le milieu, notamment avec de la motorisation électrique par exemple. Et en 2019, la journée sur les mouillages innovants de moindre impact. Les ressources techniques du programme, que ce soit les fiches de retour d'expérience ou les comptes rendus des journées, les vidéos, sont disponibles sur la page Éco-navigation du portail technique de l'OFB que je vous invite à consulter. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui la 3e journée interprofessionnelle centrée sur les écotechnologies et l'éco-innovation. Ces rencontres ont vocation, depuis les premières journées, à réunir, comme je le disais, l'expertise de la filière du nautisme, des entreprises, des collectivités, des associations et des gestionnaires d'aires marines protégées, ainsi que des scientifiques. Cette recherche de mise en réseau est un des axes donnés cette année au programme Éco-naviguer dans une aire marine protégée, avec notamment une consultation des acteurs de la filière nautique menée dans le cadre du partenariat avec Innovation Bleue, et la valorisation, le transfert de la connaissance et l'expertise scientifique dans le cadre du partenariat avec l'Université de Bretagne Sud. L'UBS a notamment organisé cet automne des webinaires à destination des gestionnaires d'AMP et est co-organisateur de la journée d'aujourd'hui. Par ailleurs, l'Université de Montpellier apporte elle aussi son expertise à notre journée de rencontre interprofessionnelle et nous pourrons ainsi bénéficier de l'apport des experts de l'éco-navigation. Oui, j'ai vu votre nom apparaître. Un petit peu, je passe pour Coraline. Nous regrettons vivement que cette journée... Je ne vais pas tarder à parler pour la journée. Là, vous voulez que je vous envoie un lien? Nous regrettons vivement que cette journée n'ait pu se tenir en présentiel en duplex entre les 2 universités accueillantes, l'Université de Montpellier et l'Université de Bretagne Sud. C'était ça qui était initialement prévu. Nous devons nous adapter au contexte sanitaire toujours changeant et nous espérons pouvoir nous réunir quand même à nouveau en présentiel dans un avenir pas trop lointain pour prolonger les réflexions. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des organisateurs qui permettent que cette journée puisse se tenir malgré les circonstances, avec une mention toute particulière à l'association Innovation Bleue, qui est la cheville ouvrière de la journée, mais aussi pour leur appui technique et scientifique aux 2 universités partenaires, à l'association Econav, ainsi qu'aux partenaires relais de l'initiative, les pôles mer Bretagne-Atlantique, le pôle Méditerranée et l'Eau-des-Lors. Et bien évidemment, merci aussi aux équipes de l'OFB qui les accompagnent, et notamment Stéphanie Tachoir et Coraline Jabois. Je vous souhaite donc de très bons travaux et je passe la parole aux premiers intervenants représentant des universités partenaires. Tout d'abord à Christophe Ballet de l'Université de Bretagne Sud, puis à Loïc Daridon pour l'Université de Montpellier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, je vous demande d'excuser la présidente de l'UBS et les vice-présidents recherche et innovation qui malheureusement ne pouvaient pas être disponibles et qui auraient aimé faire cette toute petite introduction. Je vais être très court. En plus, je vous retrouve à 11 h. Donc merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Alors évidemment, ces thèmes sont de plus en plus d'actualité. Et puis de notre côté, sur ces sujets de recherche, je vous montrerai que depuis 30 ans, on travaille sur ces sujets-là et que depuis, on a compté avec Gwenaël, on a des programmes de recherche sur cette notion d'éco-navigation, d'impact sur l'environnement en mer et en zone littorale depuis au moins 2006. Et on intervient à la fois en formation et en recherche. Donc on est super content que cette notion de prise en compte des impacts environnementaux autour d'une pratique, autour d'activité se développe et se fasse l'objet
de travaux. Alors donc, nous sommes très heureux de participer à cet événement et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous retrouve à 11 h. Merci. Loïc, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Christophe pour cette introduction. Merci à Audrey pour aussi cette introduction de ces journées. Donc, est-ce que tu peux... je suis là pour représenter l'Université de Montpellier qui a été, comment ça s'appelle, sollicité pour rejoindre ces journées et organiser ces journées. Et pour nous, c'est un plaisir. L'Université de Montpellier a mis en place ce qu'elle appelle un ICIT. Donc, c'est une université d'excellence qui se base sur nourrir, protéger et soigner. Et donc, l'action sur les écosystèmes et les aires maritimes protégées s'introduit dans la thématique de protéger notre milieu. Il y a plusieurs actions au niveau de l'Université de Montpellier, au niveau de ces pôles scientifiques qui sont liés à l'environnement. Donc, il y a plein d'actions qui sont menées et nous espérons, à travers ces premières rencontres qui auraient dû être en présentiel, ce qui aurait quand même facilité les interactions, arriver à faire que les deux grandes façades, on va dire, de la métropole se parlent, la façade Atlantique Manche et puis la façade méditerranéenne. Et on est très content que l'Université de Bretagne Sud ait choisi l'Université de Montpellier pour mettre en place cette collaboration autour des aires marines protégées. Et vous verrez, à la fin, on a quelques interventions aussi au niveau de l'université. On travaille avec les chantiers et l'université autour de l'éco-innovation, autour de la navigation au sens large. Voilà, merci beaucoup. Je souhaite que ces journées se passent très bien. Et je passe et je rends la main. Voilà. Bonjour à tous, donc Gwenaël Lemaguer, je travaille également à l'Université de Bretagne Sud. Merci pour l'introduction, notamment évidemment de l'OFB, mais des deux universités. Je veux juste faire une petite introduction, mais ça a déjà été initié notamment par Christophe et Loïc, en forme de mise en perspective, on va dire, pour introduire le sujet, le programme de cette journée. Comme il a été dit, ce n'est pas des sujets qui sont neufs. On a, voilà, en se reposant la question et puis en se replongeant un peu dans le passé, on a identifié ou on a noté que sur ces sujets autour d'une prise en compte de la problématique environnementale dans la filière nautique, dans les activités de plaisance, évidemment, ça n'a pas démarré à cette période du mi-temps des années 2000. Et Christophe parlait de travaux, par exemple, sur les matériaux dont il parlera tout à l'heure, depuis 20 ou 30 ans. Mais malgré tout, on peut considérer, je le dis de manière assez subjective, mais je pense qu'il y a la matière pour le confirmer, que le mi-temps des années 2000 a été un peu une période charnière sur ces sujets-là, une période d'effervescence et sinon de démarrage, d'impulsion de beaucoup de sujets sous ce grand chapeau, on va dire, prise en compte des impacts environnementaux, développement plus durable des activités de plaisance et des activités de construction nautique, etc. Alors, j'avais listé un certain nombre de choses, mais par exemple, en matière de R&D, un certain nombre de travaux qui vont être exposés aujourd'hui, par exemple sur les matériaux, mais aussi sur les anti-fouling, ont pris une dimension particulière à cette époque-là. Les acteurs de la filière se sont aussi emparés du sujet, des concepts, par exemple les notions d'éco-technologie, voilà, qui nous paraissent un peu naturelles, ou d'éco-innovation qui nous paraissent un peu naturelles aujourd'hui, voire d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie. Il faut se replacer dans cette période-là. On était à faire de la pédagogie et à acquérir des concepts.
les institutionnels et les collectivités se sont aussi emparés et ont aussi impulsé ces dynamiques-là dans cette période à partir des années 2005. Le pôle maire qui s'est créé dans ces années-là, l'association Econave qui s'est aussi initiée dans ces années-là, à la fin, la création d'un groupe de travail sur l'éco-conception, et puis évidemment du côté des acteurs eux-mêmes, un certain nombre de projets un peu exploratoires ou expérimentaux se sont lancés dans ces années-là. Des projets de bateaux plus respectueux de l'environnement, des projets d'outils pour évaluer les impacts, des projets autour des BPHU. Je notais aussi, par exemple, que Torqeedo s'était créé en 2005. Ça n'a pas été évidemment le seul acteur sur le sujet de la propulsion électrique, mais ça marque une impulsion qui est sans doute pas négligeable. Et puis, pour différentes raisons, sans doute, cette dynamique et cette effervescence a pu sembler s'essouffler un petit peu. Alors, dans ces années-là, il y a eu aussi le contexte des Grenelles, et notamment du Grenelle de la mer, hein, qui a constitué un contexte pour cette effervescence et cette dynamique. Et puis, ça s'est un petit peu essoufflé au tournant entre les années 2010 et 2015. Le sujet a été moins en vue. Les priorités, notamment dues à la crise, le constat que les promesses, par exemple, de travaux R&D, la mise en place de dynamiques pour traiter les BPHU, pour mieux comprendre et évaluer les impacts, il fallait les transformer. Et ça prend du temps. Et c'est peut-être moins sexy que cette effervescence qu'on avait connue dans les années 2005. Et puis, il y a aussi peut-être, oui, la crise économique de 2008 qui a un petit peu rattrapé les priorités de chacun. Malgré tout, les organisations, les entreprises, les chercheurs ont continué à œuvrer, et donc ces sujets-là ont continué d'avancer. Les concepts ont été appropriés par la filière, une forme de transfert de la R&D vers des projets plus matures et plus disponibles sur étagère se sont développés. On sent, me semble-t-il, depuis 3-4 ans, une reprise en compte une remise en avant de ces sujets-là et de ces préoccupations-là, notamment par une prise de conscience de l'urgence environnementale, qui est sociétale, hein, et donc qui fait que, sans doute, notamment du point de vue des utilisateurs, des usagers, il y a une préoccupation et un intérêt renouvelé. Alors, c'est un peu l'objet de la journée aujourd'hui, c'est-à-dire de faire le point sur ce qui, malgré tout, a avancé en étant peut-être un peu moins visible, et puis aussi de faire le point sur où en est l'usager par rapport à ces préoccupations environnementales, aux solutions que les acteurs de la filière peuvent proposer. C'est ça qu'on va essayer de traiter et ce sur quoi on va essayer d'échanger avec vous aujourd'hui. Et puis Rachel, si tu veux compléter en précisant le programme, je te laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai la chance de m'occuper du programme depuis 2019. On va vous présenter une petite slide sur nos différentes actions, faire un petit peu d'histoire. Donc, je veux bien la slide suivante. Donc, c'est un programme qui existe depuis 2013 et qui s'est inscrit dans des projets pilotes développés
sur les territoires des aires marines protégées. Et grâce à ces projets, en fait, tout un tas de fiches retour d'expérience ont pu être développées et partagées au plus grand nombre, en priorité aux gestionnaires d'aires marines protégées. Il y a aussi ce grand moment des rencontres interprofessionnelles avec, comme ça a déjà été évoqué, des rencontres sur la thématique des navires à passagers et sur la thématique des mouillages moins impactants et éco-innovants qu'on va retrouver sur notre première table ronde. Donc, en 2021, le programme poursuit ses objectifs de développement de l'éco-navigation dans le réseau des airs, mais aussi au-delà, dans les eaux françaises. Nous nous positionnons toujours pour accompagner des projets territoriaux et nationaux. Et cette année et l'année qui va venir va être une année charnière puisque nous allons essayer de pérenniser un certain nombre d'actions sur une stratégie pluriannuelle. Donc, dans le cadre de ce programme qui est toujours basé sur l'entraide, la rencontre et le retour d'expérience entre les différents acteurs. Donc, si on regarde un petit peu les axes de la journée d'aujourd'hui, donc je veux bien voilà, la slide suivante, merci. Donc, on va essayer de vous présenter un état de l'art en matière de recherche et développement sur tout ce qui concerne l'éco-innovation et les éco-technologies dans le nautisme. Ça va être une journée assez dense parce qu'on va essayer de couvrir, de brosser un large panorama. Et puis surtout, on va essayer d'identifier quels sont les freins, quels sont les accélérateurs, quels sont les facteurs favorables ou défavorables du développement de ces éco-technologies, à quel stade nous en sommes, au stade de la recherche, du développement, de l'industrialisation, de la commercialisation. Et puis, avec les éco-technologies, il y a toujours une part d'usage. Ce n'est pas l'éco-technologie qui va pouvoir résoudre complètement l'impact environnemental. Il y a souvent une part d'usage. Donc, au-delà des freins, des accélérateurs, on va aussi essayer d'identifier voilà, quelle est la part de technologie qui peut répondre à un impact et quelle est la part d'usage. Et puis, à travers les différentes tables rondes, l'objectif, c'est de pouvoir conclure ensemble sur des recommandations, éventuellement un plan d'action sur les conditions à créer et les actions qui seraient souhaitables pour soutenir justement cette innovation, ces innovateurs dans le nautisme. Donc, je vais vous présenter rapidement la journée. Je vous enverrai le programme aussi dans le chat. Donc, nous allons commencer avec une première table ronde sur les mouillages moins impactants. Ça va pouvoir nous permettre de faire le point sur les avancées qui ont eu lieu depuis nos dernières rencontres sur cette thématique. Une petite pause café avant 11h. On se retrouve à 11h pour la deuxième table ronde qui est « Quels horizons pour la filière de construction et le cycle de vie des bateaux de plaisance ». À 12h15, nous aurons une restitution de l'enquête nationale sur les pratiques en matière de carénage et d'anti-fouling. Après quoi, nous nous quittons pour une pause déjeuner et nous reprenons à 14h sur la transition énergétique et motorisation dans le nautisme. Où en sommes-nous? Et puis, la dernière table ronde s'ouvrira à 15h30 sur les questions des innovations du bord et des initiatives portuaires. Et nous conclurons autour de 17h ces journées. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci Rachel. Donc, juste ce petit rappel, notamment pour peut-être ceux qui viennent d'arriver. Et pour les intervenants, je précise juste que ben voilà, vous me donnez le top quand vous voulez passer un slide dans vos interventions, sachant qu'il y a un petit temps de latence de l'ordre de la seconde. Donc, voilà. Et donc, je vais passer la parole à... Si je peux passer au slide suivant.
Deux représentants des pôles mers. Donc là aussi, on est très content que les deux pôles mers, et avec cette dimension d'être à cheval sur les deux façades, ce qui va très bien puisque c'est aussi le cas des pôles, nous aient rejoints ou en tout cas nous accompagnent sur cette journée. Donc je vous laisse la parole, Régis et Marc. Bonjour à tous. Merci pour cette participation et cette invitation à rejoindre cette journée qui s'inscrit tout à fait dans le cadre de nos activités et de nos différents domaines. Donc pôle mer Méditerranée, pôle mer Bretagne Atlantique, deux pôles de compétitivité complémentaires. On peut passer à la slide suivante. Donc, bon, vous avez nos coordonnées sur les slides et on vous les communiquera par la suite. Ce que sont les pôles de compétitivité, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent nous connaître. En tout cas, j'ai vu des noms connus dans la liste. Nous sommes là pour fédérer des réseaux d'acteurs publics, privés, institutionnels sur nos territoires qui sont respectivement la région sud, la Corse et l'Occitanie et la Bretagne et Pays de la Loire. Alors, pourquoi fédérer ces acteurs? Pour favoriser l'émergence et le développement de projets innovants et surtout collaboratifs pour porter l'innovation dans les entreprises, pour favoriser les transferts de technologies depuis les laboratoires et d'une manière globale d'accompagner nos adhérents vers une croissance de leurs entreprises. On peut passer à la suivante. Les deux pôles sont construits de la même façon, autour de 6 domaines d'activité stratégiques orientés sur le maritime. Voilà, donc vous avez ici des domaines liés à la défense, sécurité, sûreté maritime, à l'environnement et la valorisation du littoral, aux ressources énergétiques et minières marines, au port, à la logistique et au transport maritime, au naval et au nautisme, et aux ressources biologiques marines, et 2 axes transverses également autour de la transformation numérique et robotique, et également de la transition écologique. Donc on couvre un large panel de domaines dans le maritime. Alors, l'action des pôles, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il est écrit là, vous pourrez le consulter un peu par la suite. On est principalement centré sur l'innovation, l'accompagnement de projets, l'accompagnement au montage de projets, au financement, la recherche de partenaires. Et on est là pour apporter véritablement une expertise technique au vu des près de 500 projets respectifs de chaque pôle qui ont été labellisés depuis 2005, à la création des pôles. Et donc on est là pour accompagner les acteurs dans l'innovation, dans leur développement vers l'Europe ou à l'international, également pour des actions de formation, ou plus largement pour un accompagnement vers des levées de fonds, vers des développements marketing, vers des études de marché, ce genre de choses. Alors, cet accompagnement, il se matérialise comment auprès des sociétés et des laboratoires? On est là d'abord pour vous aider à monter un projet. Si vous avez déjà des pistes, si vous êtes en recherche de partenariat, en recherche de financement, trouvez le bon appel à projet qui pourra vous aider à cofinancer avec des fonds publics ou privés votre projet. On est là ensuite pour aider à le maturer. Et une fois que tout ceci est fait, on dispose d'un outil qui est la labellisation de projet, qui nous est octroyé par l'État. Les pôles sont labellisés sur différentes phases. Là, on est sur la phase 4 des pôles de compétitivité et on prépare la 5e phase pour 2022. Et une fois que l'on appose ce label sur un projet, on va aider à l'obtention d'un financement, à la recherche de partenaires ou simplement à prouver la crédibilité du projet. Voilà un peu pour parler rapidement des pôles. Régis, tu veux peut-être dire quelques mots également dessus? Non, c'est très clair comme ça. Merci pour cette présentation commune. Voilà. Bon. Parfait. Donc, c'était première chose, un peu remettre en contexte ce que sont les pôles mer principalement. Deuxième chose qu'on a souhaité parler aujourd'hui, c'est remettre la journée dans son contexte et auprès de la filière des industriels de la mer notamment. Donc la filière, c'est 125 000 emplois, 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et cette filière, elle est là pour fédérer l'ensemble des acteurs de la construction et réparation navale,
de la plaisance, des énergies, que ce soit des énergies offshore, voire des énergies offshore renouvelables. Et donc, ces différents acteurs, j'ai mis un petit peu en avant la Fédération des industries nautiques, parce que je pense qu'elle s'inscrit bien dans cette journée. J'ai vu qu'Eric Mabot était parmi les participants, donc s'il a des compléments à faire, il pourra le faire par commentaire. Voilà, ça pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce cadre-là, et que cette filière des industriels de la mer, elle s'est fixée de grands enjeux qui ont été renouvelés le 8 décembre dernier lors de la signature d'un avenant du contrat de filière devant la ministre de la Mer et devant Agnès Pannier-Runacher également. Et donc ces grands enjeux que vous avez listés ici, ce sont les enjeux pour le développement de la R&D, pour l'innovation dans les années à venir. Et donc si on prend les 3 premiers, qui sont décarboner les activités maritimes, portuaires et industrielles, la déconstruction et l'économie circulaire, ou l'accompagnement à l'émergence de l'hydrogène en lien avec l'énergie marine renouvelable, mais également dans des utilisations nouvelles, on entre parfaitement dans le cadre de cette journée aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut même passer encore une slide. La filière, elle s'est constituée 4 grandes feuilles de route stratégiques sur lesquelles elle définit ses axes de R&D. Il y en a une autour du Green Ship, une autour du Smart Ship, une autour des Smart et Green Offshore Industries et une autour du Smart Yard. Je vais laisser Régis parler un peu de la feuille Green Ship, qui est une feuille qui est bien en lien avec vos activités aujourd'hui. Oui, alors juste en 2 mots, puisque c'est le pôle mer Bretagne-Atlantique, effectivement, qui est pilote sur cette feuille de route. L'objectif est donc, comme c'est indiqué, de réduire l'impact environnemental des activités maritimes sur l'environnement. Donc on parle beaucoup de transport maritime, mais en fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'innovations qui permettent de décarboner le transport maritime viennent de la plaisance ou de la course au large. Donc propulsion vélique, voilà, gamme poids et le composite, travailler sur les anti-fouling, voilà, j'en passe, je ne vais pas vous les lister aujourd'hui. Avec des enjeux bien sûr derrière de fin de vie, quand on parle de composite, il y a forcément des questions qui se posent et qui sont très présentes dans l'industrie nautique. Voilà. Voilà. Si tu veux continuer, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet. Ok, merci Régis. Et donc une autre feuille qui s'inscrit aussi dans le cadre de la journée, c'est la feuille de route Smart Ship, qui vise à rendre des navires et des systèmes à la fois plus intelligents, plus interconnectés, plus performants, plus sûrs. Et donc pour cela, c'est le déploiement d'un certain nombre de technologies qui sont liées au numérique, qui sont liées à la robotisation, à l'automatisation, tout ce qui est virtuel, IoT, connectivité, aussi bien à bord des navires, à distance. Et là, quand on parle de navires, on considère des très petites embarcations, on considère des paddles électriques, on considère des kayaks connectés, des navires de plaisance, des ports intelligents, et on va jusqu'à des très gros bateaux. L'intérêt de ces feuilles de route, c'est qu'elles sont vraiment communes à tous les acteurs de la filière, et donc que des avancées qui vont se faire sur des gros systèmes pourront par la suite s'appliquer à des systèmes plus abordables ou plus accessibles à un certain nombre d'utilisateurs. Voilà un peu sur cette feuille de route. C'était pour en discuter un peu rapidement. On a listé un certain nombre de dispositifs de financement par la suite. Je ne vais pas les détailler ici. Vous aurez les slides et vous pourrez regarder. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui permettent de financer des projets de toutes dimensions, que ce soit des projets portés par des entreprises qui comprennent des laboratoires éventuellement en partenaire. Ça peut être des partenariats. Il y a des projets qui sont spécifiquement orientés sur le maritime, des appels à projets, sur lesquels il peut être intéressant de vous positionner, puisque vous aurez en face des acteurs qui connaissent ces sujets-là. Et puis, inversement, vous avez des plus petits appels à projets qui s'adressent à des jeunes entreprises, à des entrepreneurs, ou encore, parfois, sur des territoires donnés, sur des régions, qui sont là pour vraiment demander des réponses à des problématiques concrètes. Donc, pour toutes ces choses-là, il y en a beaucoup. Ce sont des guichets qui sont ouverts périodiquement. Ça peut être un peu difficile pour une entreprise de faire une veille dessus.
Et donc c'est aussi là le rôle important des pôles de compétitivité. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour ça. Voilà. Je vous remercie. J'ai vu passer des commentaires, je ne sais pas si ce sont des questions. Non. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez nos coordonnées. Il y avait une question sur la Normandie. Est-elle inclue dans le dispositif Polmer Bretagne et Pays de la Loire? Malheureusement, non. Effectivement, il y a eu un partenariat avec la région pendant pas mal d'années. Je ne saurais pas vous refaire l'historique exact, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ça pourrait le redevenir à l'avenir. Merci. Bon, eh bien, on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée qui s'inscrit bien dans les thématiques des pôles. Et donc, ne pas hésiter à nous solliciter. Merci pour cette initiative qui est très bonne, je pense. Merci à tous les deux. Et puis, comme vous le disiez, on est passé un peu vite sur le détail des dispositifs notamment, mais vous mettrez à disposition les slides. Et puis, évidemment, vous êtes à disposition pour des questions ou des mises en contact. On va basculer sur la première thématique autour des mouillages moins impactants. Donc, Stéphanie, je vais te laisser la parole et je vais charger pendant ce temps-là les présentations. Il me faut juste 2 petites secondes. Bonjour à tous. Donc, Stéphanie Tachoir, je travaille pour l'Office français de la biodiversité. Donc, je vous propose qu'on démarre notre première table ronde qui est dédiée au mouillage de moindre impact. Donc, comme Audrey Corot l'a indiqué en introduction, nous avions co-organisé déjà avec Innovation Bleue, le réseau Econav et l'UBS, donc l'Université de Bretagne Sud, une journée technique dédiée au mouillage de moindre impact en 2019. Et là, l'objectif de cette table ronde, c'est de faire un point de situation sur les avancées depuis ces dernières rencontres. Ce que l'on vous propose, c'est de faire un focus donc, sur les 2 façades atlantiques et Méditerranée, de par les intervenants que nous avons sollicités. Néanmoins, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des témoignages sur les autres façades, donc que ce soit en Manche-Mer du Nord ou que ce soit l'Outre-mer. Nous avions eu lors des journées techniques de 2019 des interventions aussi avec des projets assez significatifs à la fois à Mayotte, aux Antilles. Donc, n'hésitez pas à en faire part dans le chat ou à poser des questions en lien avec vos contextes particuliers. Donc, je vous propose que l'on démarre tout de suite par nos intervenants atlantiques qui vont nous faire un point sur les enjeux actuels et les évolutions majeures qui ont eu lieu donc, depuis 2019 sur ces questions de mouillage de moindre impact. Et je vais tout d'abord donner la parole à Ronan Pasco du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, qui est le Parc naturel régional est engagé dans un projet très significatif de changement de mouillage, donc passer de mouillage classique à des mouillages de moindre impact, donc sur plus de 200 mouillages. Donc Ronan, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce projet qui est vraiment significatif et nous retracer un petit peu l'histoire des mouillages de moindre impact au sein du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan? Sans doute. Bonjour à tous. Donc voilà, Ronan Pasco du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Voilà, je vais prendre juste quelques petites minutes pour vous présenter surtout comment on en est arrivé aujourd'hui à ce projet dont je veux vous dire quelques mots. Mais c'est vrai que si on passe dès maintenant à la diapo suivante, je crois que c'est Guénel qui a la main sur les diapos. Voilà, nous, dès 2004, en fait, on a commencé à travailler sur des nouveaux types de mouillage qu'un mouillage classique. Voilà, un bloc de béton, une chaîne, une bouée en surface pour faire très court, parce qu'on avait été alerté par des plongeurs du Golfe du Morbihan que à chaque fois qu'ils allaient jeter leur ancre de manière foraine sur leur site d'exploration, évidemment, ils pouvaient participer au ragage des fonds marins qu'ils allaient eux-mêmes explorer. Du coup, on a travaillé avec des entreprises de travaux maritimes, avec les clubs de plongée, avec les services de l'État pour avoir des autorisations. Et dès 2004-2005, on a installé 4 mouillages
voilà, qu'on appelait écologique à l'époque, innovant. C'est vrai que maintenant, c'est un peu mis d'accord sur le terme de mouillage à moindre impact. Et voilà, c'était un peu ce type de mouillage avec une bouée intermédiaire qui permettait de tendre l'Aurain de manière à ce que l'Aurain et le petit bout de chaîne qui pouvait rester ne raguent jamais les fonds à marée basse. Ce qu'on imagine en bas, là, ce sont des gorgones. Si tu peux juste revenir à la précédente, peut-être, Guinaël. Voilà. Là, on est bien sur des fonds rocheux à gorgones. On n'est pas encore sur des fonds meubles. Et on en a mis 4. Aujourd'hui, on est à 7 ou 8 mouillages de ce type à l'entrée du golfe, donc dans des endroits où on a beaucoup de courant, et spécifiquement sur des fonds où on va trouver des plongeurs en exploration sous-marine. On estime qu'on a 20 à 25 000 plongées bouteilles par an dans le golfe. Donc voilà comment on a commencé. Et là, on saute quelques années, et en 2016, en fait, on a monté un contrat Natura 2000 marin où donc voilà, on a beaucoup d'herbiers de zoster dans le golfe, zoster naine, zoster marine. On est la deuxième plus grande surface de zoster après le bassin d'Arcachon en France. Et du coup, on a évidemment sur nos 7000 places au mouillage ou places au port dans le golfe, on estime qu'il y a 500-600 mouillages de plaisance qui sont sur ou à proximité immédiate d'herbiers de zoster marine. Du coup, là, dans le cadre de ce contrat Natura 2000 marin, on a pu tester 2 types de mouillages sur 2 endroits différents, donc 4 mouillages. Là, on voit une autre photo qui est à Port-Navalo, sur la commune d'Arzon, en photo aérienne, où on distingue bien le ragage de la chaîne autour de chaque mouillage. Donc là, l'idée, c'était bien de tester d'autres types de mouillages, donc 2 techniques différentes, sur des mouillages de plaisance cette fois-ci. Donc des bateaux de plaisance qui appartiennent à des particuliers, hein, avec l'accord du gestionnaire du mouillage, évidemment. Et on a pu tester différentes techniques, et surtout, on a fait faire un suivi par des plongeurs scientifiques de ces 4 mouillages, de manière à regarder si ce type de mouillage, donc en gros, pour faire très court, on enlève la chaîne, on met de l'Aurain, l'Aurain textile qui peut être gainé, pas gainé. Il y a toujours l'histoire de la bouée intermédiaire qu'on garde ou qu'on ne garde pas. La hauteur d'eau qu'il reste à marée basse, c'est un élément important, mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans la technique. Mais voilà, on a pu tester ces 4 mouillages sur 2 sites différents, un dans pas mal de courant et un autre plus abrité. Ça nous a permis aussi de démontrer en 4 ans, 5 ans de suivi que, bah oui, on a une repousse, on a une recolonisation des herbiers de zoster marine plus importante sous ces mouillages où on a mis des mouillages à moindre impact que sur un mouillage classique. Et l'année dernière, on a encore passé une nouvelle étape où sur une île qu'on gère, l'île d'Ilure, dans le golfe qui appartient au conservatoire littoral, là, on a aménagé la plage où on avait jusqu'à 125 mouillages forains tous les jours dès l'été quand il fait beau. On a aménagé la plage avec une zone interdite à la navigation, un chenal, des mouillages collectifs. L'ensemble de ces bouées, que ce soit les bouées de balisage ou les bouées de mouillage collectif, ont été installées en mouillage à moindre impact avec des vis. Donc là, on a même enlevé le corps mort. Et cette dernière diapo, du coup, qui est notre projet aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, voilà, on a obtenu un financement pour là passer vraiment dans une transition en nombre, puisqu'on estime qu'on va pouvoir, avec ce financement du plan de relance, convertir environ 300 mouillages du golfe. Donc 300 des 500 qui restent encore sur des mouillages de zoster, sur des zoster marines, on estime qu'on va pouvoir les convertir en mouillages innovants. Donc nous, on coordonne ce projet, on travaille avec les communes, évidemment, qui gèrent les zones de mouillage. C'est elles qui vont pouvoir choisir les entreprises avec lesquelles elles vont travailler, qu'on a nous-mêmes essayé d'identifier en préalable, parce que l'idée, c'est bien de travailler avec des entreprises qui ont des systèmes éprouvés. Je peux peut-être citer les 4 entreprises que nous, on a identifiées. Je sais que certaines sont là aujourd'hui, on en avait parlé en amont, pour pas en citer qu'une. Voilà, nous, on a identifié, et ça ne veut pas dire que cette liste est exhaustive, mais Alpha Eco, Bretagne Plongée, InEurope, ETM, je vais rapidement, mais voilà, on a identifié ces entreprises-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une ou 2 en plus, mais qui sont en capacité aujourd'hui de proposer des solutions à moindre impact aux gestionnaires de zones de mouillage pour enlever la chaîne, convertir un mouillage classique en mouillage innovant.
Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va pouvoir en convertir 300, 350. L'île aux Moines, qui a fait le choix politique de ne pas adhérer au parc naturel régional, on ne peut pas du coup leur faire profiter de ces financements. Ils ont eux-mêmes répondu à notre appel à projet de l'OEB, ils sont lauréats. Donc on va travailler en réseau techniquement avec eux, pas financièrement, mais eux-mêmes vont pouvoir convertir un certain nombre de leurs mouillages. Voilà, on estime que d'ici 1 an et demi, on aura à quelques dizaines d'unités près, on n'aura plus de mouillage de plaisance sur des herbiers de sauveterre marine dans le golfe du Morbihan. Donc voilà, j'ai été relativement rapide parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants et je pense qu'il y aura un jeu de questions-réponses par la suite si nécessaire et je vous remercie. Merci beaucoup, Ronan. Effectivement, en fin de table ronde sur le mouillage, on aura un temps d'échange où on prendra les questions qui seront apparues dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, Coraline Jabouin de l'OFB va également les noter pour qu'on puisse ensuite les poser aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil des présentations, hein, telles qu'elles vous viennent. On les note en même temps. Donc, je vous propose maintenant de passer dans un contexte un petit peu différent autour de Belle-Île. Donc, Julien Froger de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer porte également un projet de transition, d'évolution de mouillage classique vers des mouillages de moindre impact. On est dans un contexte un petit peu différent. On a des enjeux aussi, notamment patrimoniaux, qui peuvent être un peu différents, avec à la fois des enjeux d'herbier et de merle. Donc, Julien, comment est-ce que vous appréhendez finalement ces enjeux qui peuvent être un petit peu différents sur votre territoire? Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ces enjeux? Comment est-ce que vous envisagez de traiter cette question de l'impact des mouillages sur des habitats sensibles et particulièrement, quelles sont les problématiques technologiques un peu spécifiques que vous rencontrez? Julien, je vous laisse la parole. Oui, merci Stéphanie. C'est bon, le son, c'est bon? Oui, très bien. C'est bon. Donc voilà, on porte en effet un projet là, assez récent. C'est un vieux dossier pour nous, le mouillage écologique, comme beaucoup de monde, mais pour l'instant, on n'avait jamais rien expérimenté. Depuis 2007, on essaye d'évoquer des choses, mais on a des limites techniques, des contraintes techniques assez fortes que je vais évoquer juste après et qui nous ont rendus frileux à y aller. Et l'opportunité du plan de relance a en effet totalement ouvert les vannes et puis aussi les développements qu'on a vu apparaître aussi depuis quelques années. Et la réunion qu'on a eue en 2019 n'y est pas pour rien parce qu'elle a permis cette mise en réseau et elle nous a donné un peu confiance pour y aller. Je pense que c'est important de le dire. En tout cas, on a deux enjeux, nous, qui est un enjeu herbier assez classique et un enjeu merle qui, lui, est plus original. Donc, c'est la carte que vous voyez ici. Donc, on a une étude environnementale globale qui pose la question du mouillage écologique à l'échelle de l'île, mais le projet qu'on porte aujourd'hui ne concerne que les deux ports, port de Palais et le port de Sauzon. Le port de Sauzon est plutôt sur une problématique herbier et le port de Palais sur une problématique à dominante merle avec des sous-composantes herbier sur merle. Si on passe à la diapositive d'après, donc le projet concrètement, c'est la mise en place le remplacement, la conversion de 11 mouillages sur le secteur Anse-du-Palais qui est en haut et de 30 mouillages sur le secteur de la coulisse en bas. Donc on voit les fonds, hein, je vous disais, mixte, herbier, merle. On voit sur la photo, hein, c'est des photos prises in situ, on voit qu'on a une présence d'herbier relictuel sur merle qui là fonde un intérêt écologique majeur, hein, puisque herbier sur merle, c'est un écosystème qui est quasiment unique qu'on trouve ici. Une bonne connaissance du fond marin aussi par des données acquises grâce aux pêcheurs professionnels et au CRPM avec des cartographies très précises. On voit ici qu'on est sur des niveaux d'enjeu de merle qui sont énormes, hein. On est sur des taux de recouvrement à au-dessus de 120%, c'est-à-dire que sous le merle, il y a toujours du merle, et sur des taux de vitalité qui avoisinent les 100%, c'est-à-dire un fond qui est totalement rouge, sans fraction morte. Donc un gros enjeu écologique. Donc là, 41 mouillages à peu près sur Palais, diapositive suivante. Et sur le secteur de Sauzon, donc on est sur une problématique plus similaire à ce qu'on trouve sur le golfe, herbier de Zooster, où là, conversion d'une trentaine de mouillages sur le plus bel herbier de Belle-Île. Il y a un problème dans la photo du dessous, hein, mais puisque j'ai laissé les photos de Palais, mais on s'en fiche. Donc voilà, on est sur 32 mouillages de moindre impact en conversion à mettre en place.
Donc, diapositive suivante. À cela s'ajoute une problématique optionnelle qu'on cherche à travailler, c'est la question des navettes à passagers. Vous voyez la photo, alors pas le bateau de croisière derrière, hein, je parle des 3 bateaux qui sont en avant, on en distingue bien 2. Navettes à passagers, du coup, qui sont aussi du coup situées sur du Merle et sur l'herbier à Sauzon. Donc 7 mouillages de navettes à passagers avec des contraintes du coup complètement différentes du mouillage plaisancier classique, hein, puisqu'on a évidemment là des bateaux qui ont des tonnages bien supérieurs et du coup qui vont tirer sur le système beaucoup plus fortement. Là, on cherche aussi à interroger l'adaptation de ces mouillages-là. Diapositive suivante. Donc, on a un projet qui est conduit en 2 temps, une phase de test, donc une phase de test où on va tester, que je me dise pas de bêtises, 11 mouillages, 4 sur, oui c'est ça, 11 mouillages test en 2022, pour en 2023 pouvoir déployer les quelques 75 mouillages, plus 7, à partir de 2023. Donc ça, c'est vraiment l'essence du projet que je vous ai présenté. Et maintenant, diapositive suivante, je vais vous parler plutôt des contraintes ou des questions qu'on se pose aujourd'hui, des défis technologiques. D'abord, du fait du contexte local, on doit re-questionner l'implantation des mouillages à l'échelle des sites. C'est-à-dire qu'on a clairement, en même temps, sur Sauzon en particulier, un problème d'évitage des bateaux. Pardon? T'entends, de Non, se c'est un bug. reconnecter. Oui, je crois que c'était un bruit parasite. Tu peux continuer, tu peux poursuivre. Pas de souci, ça l'anime ce que je. Du coup, il y a un problème de repositionnement des mouillages, puisque sur Sauzon, en fait, en plus de la problématique de l'impact, on a un problème d'implantation où les bateaux ont tendance à se cogner les uns dans les autres. Donc, il faut aussi que le projet y résolve ce problème, ce défi. Et puis, on pose la question aussi de la réutilisation ou non des blocs, de l'enlèvement des blocs. Sur Sauzon, du coup, il va sans doute falloir les enlever. Sur Palais, sans doute pas, des blocs qui sont en place. Donc ça, c'est une autre question qu'il faut répondre dans le cadre du projet. Diapositive suivante. En termes de défis technologiques, donc, on en a déjà un peu parlé, c'est la question de l'optimisation de l'évitage des navires, puisqu'en fonction des technologies, on va avoir un évitage différent. Donc il faut vraiment, comme sur des espaces contraints, qu'on résolve les problèmes de l'évitage afin d'optimiser la capacité de charge des secteurs et que les solutions proposées soient adaptées évidemment à une typologie de navire qui est variée, puisque contrairement à ce qu'on trouve sans doute plus dans le Golfe, là on a des mouillages de gens à la nuitée. C'est-à-dire que vous avez un bateau de 14 mètres un jour, un bateau de 7 mètres le lendemain, une navette à moteur de 9 mètres. Voilà, une typologie de navire complètement différente d'un jour sur l'autre, sur le même mouillage. Donc voilà, c'est pareil, ça peut poser des problématiques techno. Et enfin, pour finir, une problématique qui n'est pas des moindres, qui est sans doute la plus importante, qui est la situation d'abri relative de Belle-Île, puisque on n'est pas dans une situation Golfe du Morbihan ou bassin d'Arcachon où on a une contrainte courant. Nous, on a une contrainte qui est sans doute beaucoup plus contraignante pour les systèmes de corps morts, autant que pour l'usure des navires, qui est la contrainte du clapot. C'est-à-dire que par vent de nord-est ou par vent d'est, situation qu'on trouve typiquement un jour sur 2 l'été en situation anticyclonique, quand les thermiques viennent se lever à partir de 2 heures du matin, on a de la mer que vous voyez en illustration ici, qui est tout à fait dans des états comme ça. C'est-à-dire qu'on est loin d'être sur une belle zone d'abri. On est sur une zone où vous pouvez avoir jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de creux et qui tape, un peu haché. Donc ça pose des questions sur la résistance de la ligne de mouillage elle-même face à cette configuration un peu particulière. Et puis également sur la question de la nécessité de l'élasticité pour préserver les navires et évidemment que le chômard ne vienne pas à péter, etc. Donc voilà, ça c'est des contraintes, c'est pour lister un peu les contraintes, en tout cas les défis qui se posent dans le cadre de la réalisation de notre projet. On les a bien identifiés dans notre cahier des charges, et si on passe à la diapo suivante, qui va être la diapo conclusive, et ben aujourd'hui notre cahier des charges est prêt, les défis techno sont posés, et on va lancer la consultation en janvier, et on va du coup mettre au défi les candidats potentiels de nous apporter des solutions au plus vite pour essayer de répondre à toutes ces questions et surtout à développer un système qui soit adapté à notre contexte.
Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation qui nous montre effectivement d'autres problématiques techniques. Donc, on voit des défis assez intéressants à relever pour les entreprises. Ronan, juste, tu peux laisser ta caméra ouverte si tu veux, hein, qu'on reste un peu en format de table ronde. Donc, si vous avez des questions pour Julien Froger, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat. On vous l'a indiqué, mais je le reprécise, on l'a mis dans le chat, on enregistre ces journées et elles seront mises à disposition probablement sur différents outils, d'une part par Innovation Bleue et d'autre part par l'OFB. Donc, on vous remettra tout ça à disposition. Pour parfaire le tour de table pour l'Atlantique, je vais maintenant donner la parole à Kevin Leleu du Parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Kevin, bonjour. Bonjour. Dans le contexte un peu spécifique d'un parc naturel marin, est-ce que tu peux nous indiquer comment est-ce que vous travaillez sur cette thématique de la question de l'impact des mouillages? On a un enjeu assez particulier aussi sur le bassin d'Arcachon. Donc, quels sont les enjeux associés à votre territoire, un territoire sur lequel le nautisme est aussi très présent? Donc, je te laisse la parole. Merci. Donc, je propose de passer tout de suite à la diapo suivante. Et donc voilà, un petit mot d'introduction quand même sur le parc naturel marin. Donc on commence à avoir un peu d'âge. On a été créé en juin 2014 avec un plan de gestion validé en 2017. Notre conseil de gestion est composé de 56 membres, dans lequel on va retrouver plusieurs gestionnaires de zones de mouillage et d'équipements légers sur lesquels portent nos efforts pour une transition vers des mouillages de moindre impact écologique, donc notamment des communes, mais également un syndicat mixte du port des bassins d'Arcachon. Alors, on est clairement le plus petit parc naturel marin des 8 qui existent. Néanmoins, on est le seul à comporter une lagune semi-fermée avec une concentration d'usage extrêmement forte par rapport aux autres thématiques et aux autres, on va dire, les éléments importants de notre parc naturel marin. On est également opérateur d'un site Natura 2000 qui est compris à 90% dans le parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Hop, juste, ouais. Et donc voilà, qui parc naturel marin qui comprend l'ensemble du DPM à l'intérieur de la zone de la lagune du bassin d'Arcachon, mais également une partie dans l'ouvert. Donc diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, dans le bassin d'Arcachon, c'est vrai qu'il y aurait 20% des mouillages des nationaux qui seraient présents à l'intérieur du parc naturel marin. Donc on parle de 6500 corps morts qui s'ajoutent aux 6000 places de port. Et 50% de ces mouillages seraient situés dans la commune de Lège-Cap-Ferré. Donc on va avoir des zones de mouillage et d'équipements légers en zone subtidale et également en zone intertidale avec différents types de gestionnaires et des conditions qui peuvent être particulièrement complexes tant en termes de clapots que de courant, que de marnage également. Donc là, si on doit faire un point, voilà, on peut s'arrêter sur cette diapositive. Donc, on a quand même plusieurs impacts liés à l'utilisation d'un schéma traditionnel gueuse, chêne et bouée, des impacts qui peuvent être tant sur l'estran et sur les herbiers zosternènes que sur les herbiers zostères marines, même si, techniquement parlant, on n'aurait quasiment plus aucune semelle qui contiennent de l'herbier zostère marine. Après, l'herbier zostère marine a quand même connu une régression de 80% depuis les années 2000. Et donc, historiquement parlant, il y avait des zostères marines dans ces zones de mouillage et d'équipements légers, notamment le long de la pointe de Lège-Cap-Ferré. Et on a un fort objectif de restauration de ces herbiers zostères marines et donc un fort enjeu à ce qu'il y ait une transition vers des mouillages de moindre impact écologique qui permettent à l'herbier zostère marine de se réimplanter, notamment dans le cadre d'opérations de restauration active. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc voilà, comme je disais, cette thématique des mouillages appelle quand même de nombreuses finalités de notre plan de gestion. Donc, ce que je viens de dire par rapport à la conservation des habitats marins et notamment notre objectif de restauration des herbiers zosternènes et également marines. On a également tout un enjeu autour de l'aménagement de l'espace pour permettre une durabilité des activités, une généralisation des bonnes pratiques et enfin une compatibilité de ces pratiques avec notre niveau marin. Et là où nous, on a une attention importante, c'est que dans le cadre du renouvellement des autorisations des zones de mouillage et d'équipements légers, donc qui sont une forme d'autorisation d'occupation temporaire, il est attendu un avis potentiellement conforme du parc naturel marin, du conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, et donc un avis qui serait opposable en fonction des réserves ou des recommandations qu'elle pourrait contenir. Diapo suivante, s'il te plaît. En tout cas, donc nous, on a quand même entamé une démarche depuis plusieurs années auprès des gestionnaires pour essayer de justement
commencé à travailler sur cette transition des mouillages traditionnels vers des mouillages de moindre impact écologique. Et comme on voulait s'assurer qu'il y ait au moins des solutions qui existent et qui puissent être proposées aux gestionnaires de SMEL, on a fait un travail de recherche et développement avec la mairie de Lège-Cap-Ferré, une entreprise locale donc, qui a été citée par Ronan Pasco tout à l'heure, donc ETM Marine. Et donc voilà, on a développé un système donc, qui restait sur une innovation autour de la gueuse, une innovation également autour de la ligne, donc là qui était pour l'expérimentation composée de filins d'acier coulissants et une bouée que ETM a souhaité connecter, mais on n'a pas forcément accompagné le développement de cette partie-là. Donc, on a fait vraiment un schéma classique où on a testé un prototype. On a conçu un prototype tous ensemble, puis on en a testé 4 sur 2 sites d'expérimentation avec la mise en place d'un suivi environnemental, mais également d'un suivi technique à partir d'itérations. Ça nous a permis d'améliorer le système et de la deuxième année de tester 40 prototypes différents, avec là également un suivi environnemental et des suivis techniques. Et ensuite, une évaluation des systèmes qu'on avait pu développer le temps du contrat R&D avec une grille de lecture des résultats qui amenait quand même, on va dire, des résultats satisfaisants par rapport aux attentes que pouvait avoir le parc naturel marin sur leur efficience et leur efficacité. Sachant que depuis donc fin 2019, ETM, tu peux revenir sur le schéma, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc ETM a encore amélioré ses prototypes, notamment avec le retour qu'ils ont pu avoir des gestionnaires, notamment des 40 prototypes qui sont encore en œuvre dans la commune de Lège-Cap-Ferré. Et là, ils ont remplacé tout ce qui est filin d'acier par du dynéma, des lignes textiles, qui apparemment sont beaucoup plus confortables à manipuler, notamment pour les poseurs de corps morts. Et donc, la dernière diapo repose, on a également pu bénéficier d'un financement plan de relance dédié à une transition, entre guillemets, massive vers des mouillages écologiques, avec une mobilisation potentielle de plus d'1 million d'euros autour de ces projets-là. Là, on travaille énormément avec les communes, donc on s'inscrit dans une gestion qui est basée sur du marché public, qui prévoit la fourniture et la gestion de corps morts, sachant que, alors là, le terme est peut-être mal choisi, on n'est pas sur un refus, mais on a un choix de plusieurs communes de ne pas être propriétaires des corps morts, et donc là, on a toute une gestion à avoir avec eux sur la manière, et notamment la manière de construire des marchés qui permettent de prendre en compte les attentes du PNM autour de l'efficience environnementale des corps morts qui seraient retenus. Et ça, on ne l'avait pas forcément identifié, mais tout cet accompagnement autour de l'architecture financière des marchés à mettre en place pour aller vers une transition des mouillages de corps morts écologiques, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées, mais c'est un accompagnement qui s'avère réellement nécessaire. Donc, à ce stade, on a un projet qui est soutenu, donc avec la mairie de la Teste de Buch, et là, accessoirement, c'est des choses qu'ils avaient déjà mis en place. Et donc là, l'innovation, entre guillemets, vient plutôt de la bouée que de la gueuse et du mouillage, où en fait, ils ont remplacé la bouée par des pontons bipentes qui permettent d'accueillir 2 navires au lieu d'1. Et donc là, ça ne permet pas d'accueillir 2 fois plus de navires, mais ça permet de réduire par 2 le nombre de mouillages, et donc quelque part de réduire par 2 la surface raguée, et ce qui est quand même un gain environnemental intéressant, sachant que nous, on veut aussi aller un peu plus loin avec eux pour tester d'autres types de gueuses ou de lignes de mouillage, tant avec ces pontons bipentes que sur d'autres semelles qu'ils pourraient avoir dans des conditions un peu plus compliquées. Et enfin, on a 2 autres projets en cours. On a également 2 autres projets en cours sur la commune de Lège-Cap-Ferré et Arcachon. Et là, on est en train de les construire avec eux. Et ensuite, là, on a un petit peu mis de côté pour l'instant tout ce qui est mouillage écologique sur les zones intertidales. C'est vraiment des choses vers lesquelles on veut aller ces prochaines années. Et donc, on sera toujours très intéressé par tous les retours d'expérience qu'il pourrait y avoir sur l'utilisation de mouillage de moindre impact écologique sur ces zones intertidales, notamment au regard des herbiers zoster Noltei. Juste pour finir là-dessus, il en existe sur le bassin d'Arcachon, et donc apparemment ces mouillages seraient intéressants. C'est juste que la méthode de mise en place de ces mouillages nous interpellerait, parce qu'il s'il faut faire venir, on va dire, des engins de chantier sur l'estran tous les ans pour poser et relever les mouillages écologiques, on perd un peu l'intérêt du gain environnemental qu'ils peuvent générer le temps de leur installation. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les 3 pour ce tour d'horizon des problématiques et surtout des avancées vraiment significatives qui ont eu lieu sur
sur l'Atlantique. On prendra les questions concernant l'Atlantique en fin de table ronde mouillage, si cela vous convient. Et je vous propose que l'on passe à la Méditerranée. Donc, merci beaucoup, Kevin. Donc, pour la Méditerranée, je propose du coup à Amélie Chardin de la préfecture maritime de Méditerranée de prendre la parole pour nous présenter la politique d'organisation des mouillages des navires en Méditerranée. Il y a eu un certain nombre d'évolutions réglementaires assez importantes qui ont eu lieu ces dernières années et voilà, nous expliquer un peu en cours quel est le contenu de ces évolutions réglementaires, en quoi cela a permis d'accélérer ou pas les prises de conscience, l'évolution des pratiques de mouillage. Donc, Amélie, si vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Oui. Donc effectivement, Amélie Chardin, donc je travaille à la division action de l'État en mer de la préfecture maritime et j'ai notamment en charge le dossier mouillage. C'est un dossier qui globalement a été initié dès 2016 avec un premier arrêté qui a entrepris de réglementer les mouillages des grands navires, puisqu'en Méditerranée, il y a une activité très particulière de ce qu'on appelle la grande plaisance ou le yachting. Donc, l'idée de ce premier arrêté en 2016 était de réglementer donc le mouillage des unités de plus de 80 mètres et d'inciter les unités de 45 à 80 mètres à mouiller dans certaines zones. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Méditerranée, il y a un système très particulier qui s'appelle la posidonie, qui est une plante donc endémique et qui fonde en fait l'écosystème méditerranéen. Et cette plante, elle est fragile. Elle est absolument indispensable à tout un écosystème et le mouillage l'endommage très fortement et cette plante, elle repousse à raison d'1 centimètre tous les 10 ans. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement vulnérable. Et le constat que l'on faisait, c'est que cette posidonie donc, est une espèce protégée depuis 1988. Et le constat, données scientifiques à l'appui, c'est que d'année en année, la surface, entre guillemets, de posidonie se réduisait, allant jusqu'à des pertes de 15 à 20% dans certains secteurs très fréquentés des Alpes-Maritimes, comme par exemple la baie de Cannes ou le golfe de Juan. Donc, le point de départ, ça a été cette prise de conscience et le fait que depuis 1988, bien qu'espèce protégée, il n'y avait, entre guillemets, aucune procédure, aucun contrôle abouti sur cette détérioration de l'écosystème. À partir de là, la préfecture maritime et donc le préfet maritime, au regard de ses compétences en matière de protection de l'environnement marin, a décidé d'utiliser son pouvoir de police de la navigation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qui a consisté tout simplement à réglementer le mouillage des unités de plus de 24 mètres. Cela donne la carte que vous avez sur la partie gauche. Sur toute la façade Méditerranée, Corse comprise, vous avez donc 16 arrêtés qui réglementent et interdisent le mouillage des unités de plus de 24 mètres en deçà d'une ligne qui a été définie par rapport à l'état en fait, de conservation de la posidonie à l'instant T. Dans certaines zones, au regard des fonds et au regard aussi de l'état de la posidonie, il y a des zones dérogatoires au mouillage qui ont été mises en place, donc sur fond sableux, qui permettent donc à ces navires de mouiller. Ces arrêtés, ils ont été élaborés donc en concertation avec la petite et la grande plaisance tout au long de l'année 2019. Initialement, ces arrêtés devaient être mis en place pour la saison 2020 et le contexte Covid a fait qu'il y a une année de moratoire. Ce qui fait que cette année, donc été 2021, c'est la première année de mise en application de ces arrêtés. Très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec la chaîne sémaphorique et avec l'appui des unités de coordination donc de l'AEM, on a mis en place en fait un dispositif un peu particulier de surveillance pour vérifier que cette réglementation était bien comprise, pour éviter les infractions. Et le résultat est que entre 2019, donc année de référence, et 2021, il y a eu à peu près la moitié de pression en moins sur les herbiers de posidonie. L'idée concrètement, c'est que cette fréquentation, elle se situe donc entre les mois de juillet et août. Elle est extrêmement concentrée sur l'est du Var et des Alpes-Maritimes, s'agissant de ces navires de 24 mètres. Et donc l'idée, c'est effectivement de
pousser ces navires un petit peu plus au large en termes de mouillage, mais de leur permettre de mouiller sur certaines zones. L'étape suivante que nous sommes en train de terminer, c'est la façade est de la Corse et la façade ouest qui seront prêtes pour l'été 2022. C'est un travail que nous menons avec les services déconcentrés donc sur le terrain. Pour la Corse, c'est la direction mer et littoral de Corse. Et en principe, été 2022, donc la totalité de la façade Méditerranée, continent plus Corse seront couvertes par ces arrêtés. Alors, pourquoi on a pris 24 mètres? Parce que à partir de 24 mètres, il y a une forme de courbe exponentielle en fait dans la dégradation des herbiers. Et 24 mètres est aussi une réglementation technique pour les navires. Mais il est évident que la réglementation est que tout navire a interdiction de mouiller sur l'herbier de Posidonie. Donc en fait, cette réglementation, elle a déclenché une prise de conscience, donc non seulement pour les navires qui étaient directement impactés, c'est-à-dire ceux de plus de 24 mètres, mais aussi pour l'ensemble de la petite plaisance. Il existe déjà des zones de mouillage et d'équipements légers en Méditerranée, mais cette réglementation, elle a donné un coup de fouet. Alors, le premier axe qu'au niveau de la préfecture maritime, nous soutenons et qui est confié, entre guillemets, à la direction interrégionale de la mer, sur une commande de la ministre de la mer, c'est de travailler à la mise en place d'un réseau de coffres, de mouillage écologique et d'alternatives au mouillage forain pour les navires de plus de 24 mètres, donc pour la grande plaisance. C'est-à-dire de permettre un aménagement de zones de mouillage, ou en tout cas de quelques coffres, sur la façade Méditerranée pour permettre à ces navires de mouiller là où ils mouillaient habituellement. On pense qu'on va pouvoir faire émerger entre 15 à 20 coffres entre l'Est-Var et les Alpes-Maritimes. Très concrètement, on vise des ancres à vis pour permettre en fait un moindre impact écologique et permettre le mouillage de ces navires avec un système en fait assez fluide qui permettra donc à ces grands navires de plus de 24 mètres de pouvoir réserver, de stationner et de payer leur mouillage. Pour ce qui est de la petite plaisance, cette réglementation, elle a généré en fait un élan. En Corse, on a des demandes de zones de mouillage qui se multiplient. Et concrètement, dans certaines zones marines, donc aires marines protégées, donc soit le parc de Port-Pro qui a mis en place l'année dernière une zone de mouillage, la zone de mouillage de Bagot, et dans le parc national des Calanques qui vise pour 2024 la mise en place de 6 zones de mouillage écologique, il y a un effet d'accélérateur, il y a un effet aussi de prise de conscience, à la fois des collectivités donc qui vont porter ces projets, mais aussi on a des porteurs privés qui se placent sur certains créneaux pour offrir en fait ces mouillages alternatifs. Donc ce qu'on espère, c'est arriver à terme à un maillage suffisant et on ne s'interdit pas, comme cela a déjà été fait dans 2 calanques du parc national, donc à côté de Marseille, d'interdire tout mouillage. 2 calanques fortement impactées, parfaitement emblématiques du secteur, que sont les calanques d'Anjou et Portin, ont été interdites au mouillage de façon intégrale. Donc on ne s'interdit pas, au regard de l'état de l'herbier, et si aucune mesure n'est prise, ponctuellement d'interdire certaines zones de mouillage pour susciter aussi une forme de prise de conscience par rapport à l'aménagement nécessaire de zones de mouillage écologique. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et détaillée de la situation en Méditerranée, où effectivement on voit que la réglementation et le travail, notamment sur la grande plaisance, a vraiment eu un effet levier, finalement, entraîné une dynamique vraiment positive sur la question du mouillage sur herbier de Posidonie. Pour compléter vos propos, je vous propose de donner la parole également à Frédéric Villers, de la délégation de façade Méditerranée de l'OFB. Frédéric, est-ce que vous pourriez, donc en complément de ce qui vient de nous être exprimé par Madame Chardin de la préfecture maritime, avec du coup plutôt des aspects réglementaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi tous les travaux d'accompagnement qui ont été mis en place, notamment autour de la stratégie mouillage que vous avez développée collectivement en Méditerranée, avec également la DIRM Méditerranée. Frédéric, est-ce que je peux vous donner la parole pour nous présenter un peu le panorama de toutes les initiatives innovantes que vous avez mis en place? Oui, merci Stéphanie. Bonjour Amélie et tout le monde.
Vous m'entendez bien? Ok. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique, puisqu'il y a déjà des points sur lesquels Amélie a bien présenté. Donc, je suis à l'OFB, à la délégation de façade Méditerranée à Marseille, en charge de la gestion du mouillage. Slide suivant, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous présenter un peu rapidement en termes d'innovation, hein, globalement les mises à jour depuis 2-3 ans. Je reviens juste en 2 ou 3 slides pourquoi chez nous l'herbier est aussi important. C'est plutôt pour nos amis atlantiques. Déjà, on parle d'un herbier de Posidonie, donc ce n'est pas une algue. L'herbier Posidonia oceanica est endémique à la Méditerranée. On la trouve entre 0 et 40 mètres. Et sa particularité, slide suivant s'il vous plaît, elle est... Alors la particularité, donc là je vous ai mis une carte où on a la présence de l'herbier. La présence de l'herbier en Méditerranée, on la trouve surtout en France, sur la région PACA et en Corse, avec quelques secteurs ponctuels en Occitanie. Et sur la carte à droite, vous avez un peu la présence à l'échelle de la Méditerranée. Il faut savoir qu'en Méditerranée, les fonds s'enfoncent très rapidement. Donc le 0,40 mètres, pour nous, c'est une zone très vulnérable et qui est très étroite par rapport à l'Atlantique. Slide suivant. Et pourquoi, en fait, l'herbier, pour nous, est si important? Il faut savoir qu'on a tendance à dire que l'herbier, c'est un peu notre Amazonie ou l'équivalent en termes d'importance que les récifs coralliens ou la mangrove, pour plusieurs raisons qui ont été étayées au niveau scientifique. Donc, ça a un rôle de nurserie très important. Ce qui est très important, c'est que ça stocke le carbone grâce à la mate morte, donc qui est l'enchevêtrement de rhizomes et de racines, qui est la base de l'herbier. Pour vous donner juste un chiffre, c'est assez intéressant, les herbiers représentent, ne serait-ce que pour la Tunisie, 25% de leurs émissions de carbone. Donc, ça correspond quand même à des montants très importants. Ça réduit la houle. Et comme l'a précisé Amélie, ce qui est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, on a une croissance de l'herbier qui est très faible, avec une restauration qui est très complexe. On considère que quand la mate morte est détruite, à notre échelle de vie, ça ne revient pas. D'où la nécessité primordiale de réglementer et d'innover. En termes d'innovation, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, slide suivant, s'il vous plaît, je vais éviter le sujet impact. Vous connaissez bien l'impact de la plaisance. Juste un chiffre en termes d'impact pour vous donner l'urgence d'agir. On a certaines aires marines protégées qui, en moins de 7 ans, ont perdu plus de 100 hectares. Donc là, je vous ai mis à droite une photo du golfe d'Antibes qui vous donne une idée de l'impact, d'où l'urgence d'agir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impact des grandes unités dans l'herbier correspond à la pression principale en Méditerranée, concernant l'herbier de Posidonie. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau réglementaire. Et tout cet aspect réglementaire, en fait, est aussi basé à la base sur une stratégie de gestion du mouillage. Et c'est là où ça me semble innovant, à mon sens, c'est le côté gouvernance. C'est-à-dire que ce sujet mouillage, il me semble qu'on a énormément avancé en Méditerranée grâce, en fait, à un consensus global d'avancée. C'est-à-dire qu'on avait à la fois un consensus des autorités maritimes, donc c'est là où on est vraiment très, 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 très satisfait d'avoir un préfet maritime qui a pris conscience de ces enjeux, mais qui associe également donc, les établissements publics, mais également les gestionnaires d'aires marines protégées, les scientifiques et les socioprofessionnels. Donc, on a fait une stratégie qui donne déjà des lignes directrices, donc une stratégie qui est régulièrement mise à jour. Donc, on a d'ailleurs mis à jour cette stratégie il y a quelques mois. Cette stratégie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle précise des lignes directrices de qu'est-ce qu'un bon mouillage. Donc, on précise bien que le mouillage, c'est temporaire et saisonnier. En mer Méditerranée, un mouillage en dehors du port n'a pas vocation à remplacer une place au port. Ça, déjà, c'est un point très important ensuite, quand on explique aux collectivités de mettre en place des SMEL. Ensuite, on a fait 2 choses. On a fait un tableau, finalement, qui résume, une carte qui précise quels sont les secteurs prioritaires d'action. Et sur ces secteurs prioritaires d'action, on précise quelle est la mesure à mettre en œuvre. Soit c'est une mesure réglementaire, qui est plutôt de l'interdiction de mouillage, soit c'est une mesure plutôt d'aménagement, où là, on a besoin de mettre en place des bouées écologiques. Et deuxième point, on a précisé pour les collectivités qui pouvait financer quoi. C'est là aussi, je pense qu'en termes d'innovation, c'est assez intéressant. Donc, on a un certain nombre de financeurs potentiels au niveau public, sont donc notre établissement, l'OFB, mais également l'Agence de l'eau, les collectivités régionales, l'État. Et on a précisé qu'est-ce qu'on pouvait financer entre ce qui concerne les études de faisabilité de SMEL, ce qui concerne le nettoyage préalable des corps morts à enlever avant l'installation de zones propres,
ce qui est finançable en termes d'investissement pour l'installation, la gestion et le suivi. Slide suivant, s'il vous plaît. On va dire que ça, c'était le premier pan. Et le deuxième pan, ça a été d'aller encore plus loin, puisqu'on avait beau avoir écrit cette stratégie, la première stratégie date d'il y a 10 ans quand même, on avait bien vu que les projets de semaine ne sortaient pas si rapidement. Donc, on a été un peu plus loin et régulièrement, on met à jour des fiches pratiques qui visent à expliciter l'ensemble des difficultés en fait, à mettre en place des semaines et d'expliquer de manière générale les nouvelles réglementations, quelles sont les difficultés, quels sont les coûts, quels sont les éléments techniques faisables pour mettre en place ce qu'on appelle un ancrage écologique. Donc ça, c'est à nouveau un travail qu'on vient de finaliser il y a quelques mois. Il nous a pris 1 an pour mettre à jour des fiches pratiques qui avaient déjà été réalisées il y a 2 ou 3 ans et qui intègrent la nouvelle réglementation SMEL, qui, par exemple, permet aujourd'hui de mettre des navires professionnels au sein d'une SMEL et pas uniquement des navires de plaisance, donc qui réduit le pourcentage de navires de passage au cas par cas, au final. On a également mis à jour un peu les dispositifs écologiques, puisque la technologie évolue assez rapidement. Et là, on est en train de finaliser des fiches sur la géotechnie, puisqu'on réalise que c'est un enjeu assez important chez nous pour le dimensionnement, notamment des ancrages. Si je continue, merci. Alors, l'innovation réglementaire, donc on a les arrêtés qu'a présenté la préfecture maritime, qui sont assez innovants, puisqu'on a, il me semble, ça fait très longtemps qu'on n'a jamais eu une réglementation aussi ambitieuse en termes d'efficacité de la protection. C'est-à-dire qu'on a vraiment réduit la pression du mouillage sur l'herbier grâce à l'ensemble de ces arrêtés. Et à côté de ça, donc la réglementation est un pan, mais le deuxième pan, il est bien d'aménager des bouées. L'idée, ce n'est pas non plus d'interdire à tous les navires de mouiller. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller plus loin. Et ce qui a été innovant, ça a été de mettre en place un appel à projet mutualisé entre financeurs. Ça, à mon sens, c'est aussi assez rare pour être souligné. Donc, il y a eu un accord entre les 5-6 établissements avec des conférences mouillage qui ont été réalisées au niveau de chaque région, qui ont permis de booster en fait, les collectivités et de les sensibiliser sur ce sujet. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 2,7 millions d'euros de financement pour la plupart du temps des études de faisabilité de SMEL. 11 projets ont été retenus, ce qui fait que d'ici 2 ans, si tout se passe bien, on devrait avoir une dizaine de projets autorisés et avec les travaux qui vont suivre, donc 1 an de travaux, d'ici 3 ou 4 ans, on peut quasiment estimer à 500 bouées supplémentaires qui seront installées en Méditerranée, qui offriront à la fois un mouillage vertueux, mais aussi safe pour les capitaines. À côté de ça, il y a également 2 autres choses qui ont été réalisées. Toujours sur le sujet du mouillage, on voit bien qu'il y a un besoin d'échanger encore plus avec les entreprises qui innovent. Donc, il a été mis en place par nos collègues de la DIRM un forum mouillage en octobre dernier qui a réuni une centaine de participants, voire plus. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais qui a permis de réunir l'ensemble des collectivités et surtout des entreprises qui, à la fois, font des études de faisabilité, mais également font des travaux et proposent à nouveau des solutions innovantes avec des pitchs d'entreprise qui ont permis à chacun de se présenter. Donc, ça a été un succès globalement et je pense que ça sera reproduit. Par ailleurs, en termes d'innovation réglementaire, je fais juste un point parce qu'Amélie ne l'a pas trop évoqué, mais il y a eu également un travail qui a été fait parce que quand on passe de l'impact de la plaisance, on passe aussi à l'impact de la grande plaisance, de tout ce qui concerne au-delà de l'ancrage. Donc, c'est une mini aparté, mais il y a également un arrêté ambitieux qui a été pris pour limiter la pollution sonore et lumineuse des navires, entre autres. Il y a aussi d'autres aspects. Mais voilà. Et enfin, un dernier point aussi sur cet aspect innovation. Pour accompagner les collectivités, on a rédigé un exemple de cahier des charges type, pour faire simple, pour aider une collectivité à mettre en place une SMEL. Une SMEL ne se fait pas directement en régie. Souvent, la plupart du temps, les collectivités ont besoin d'avoir en fait, de se faire assister tout simplement par une boîte en termes d'études de diagnostic, d'études de montage de projet, d'études juridiques, d'études économiques. C'est assez complexe. Donc, on a mâché dans un sens ce travail en précisant combien ça coûtait pour faire une étude de faisabilité de SMEL. Pour rien vous cacher, ça coûte entre 100 et 150 000 euros une étude de faisabilité qui intègre le diagnostic technique, paysager, environnemental, géotechnique. Je parle de la petite plaisance. Et sur lequel on a une étude économique, une étude juridique, afin d'arriver à une étude d'avant-projet de SMEL avec le montage du dossier réglementaire adéquat. Ce qui fait qu'avec une telle somme, les aides publiques, pour une collectivité, ça coûte à 20 à 30% de cette somme pour avoir une autorisation de SMEL. Reste ensuite la phase travaux. Slide suivant, s'il vous plaît.
Alors rapidement, en termes d'innovation technique, alors en Méditerranée et en Atlantique, les choses se développent assez rapidement. On a évidemment dans les systèmes, pour nous, petite plaisance, avec la bouée de subsurface qui existe. Ça fait quelques années que ça fonctionne. Désormais, c'est également développé pour la grande plaisance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de développer pour des navires jusqu'à 100 mètres des systèmes qui sont des ancrages fixés. Donc, ça peut être soit des pieux, soit des vis qui sont fixés dans le sol, dans le sable ou mat morte plus sable en dessous, avec lequel on a toujours une bouée de subsurface. C'était de la R&D il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je dirais que c'est du pré-commercial, dans la mesure où on a quand même des entreprises qui l'ont fait. Donc, c'est un point assez important sur ces aspects-là. C'est-à-dire que l'innovation existe et en discutant avec un certain nombre d'entreprises qu'on a rencontrées, tout à l'heure, il y a un collègue du PNR qui parlait de la question il faut que ça tienne. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut, c'est une étude de dimensionnement, une étude géotechnique bien menée qui fait que l'entreprise de conception de l'ancre sera capable de le dimensionner et d'assurer l'ancrage. Aujourd'hui, on a des solutions techniques opérationnelles existantes et sur lesquelles, à mon avis, il faut aussi qu'on communique pour essayer de mettre en valeur les bonnes pratiques. Slide suivant. Il y a un dernier point aussi, mais j'ai vu que ça a été fait dans le PNM d'Arcachon. Alors, soit on dépose des ancrages fixés afin de limiter l'emprise au sol, mais pour limiter l'emprise au sol et éviter un gros corps mort, on peut aussi utiliser des lestes. Donc, c'est vrai qu'il y a une entreprise, un ETM, qui a développé cela avec différents parcs. C'est également développé avec le parc marin du Cap Corse, avec des lestes qui permettent de réduire l'emprise au sol. Donc, en gros, au lieu de faire quelque chose en béton, on fait quelque chose en fonte, ce qui fait que ça réduit l'emprise, ça tient. Ça permet à nouveau de limiter l'emprise au sol, qui pour nous est un point important. On considère qu'un habitat sableux, la pose de béton sur de l'habitat sableux n'est pas forcément positif, c'est un changement d'habitat. L'habitat le plus impacté en Méditerranée restant l'habitat sableux. Merci. Slide suivant. Les bouées connectées, très rapidement, il y a énormément d'offres commerciales qui se multiplient. Donc ça, c'est aussi un point intéressant pour les collectivités, notamment en termes de gestion. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément il existe un certain nombre d'outils, d'applications tout simplement, qui permettent de réserver votre bouée, la payer directement en ligne, etc. Je ne vais pas plus loin, ça se développe, je pense, un peu partout. Il y a des offres atlantiques, des offres méditerranéennes. Slide suivant. À noter qu'on est en train de travailler en 2022 sur deux nouveaux aspects en termes d'innovation. Jusqu'à maintenant, quand on parle d'ancrage, on a toujours ce raisonnement de se dire il y a un impact. Donc, il faut interdire et mettre des bouées, pour faire simple. Mais il y a aussi un autre aspect qui est en train de se développer sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des ancrages écologiques. En tout cas, c'est comme ça, des ancrages forains écologiques. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas de retour d'expérience sur ce sujet. On ressent ce besoin d'objectiver ce qui existe sur le marché. Donc, on lance cette année une étude qui va commencer le mois prochain, qui vise finalement à analyser l'ensemble des ancrages forains existants, donc ce que chacun d'entre nous peut acheter pour un navire, et l'évaluer de manière scientifique sur l'impact environnemental. Aujourd'hui, on achète une ancre par rapport à un critère de sécurité, qui évidemment c'est le premier critère, mais on peut aussi analyser les ancrages forains par rapport à par rapport à une évaluation environnementale. C'est une bonne ancre, c'est au final une ancre qui est assez lourde, avec peu de chaînes, et qui va facilement se mettre dans le substrat. L'idée, c'est aussi de comparer l'ensemble des techniques d'ancrage, de comparer ces ancrages écologiques, ces ancrages forains par rapport aux techniques d'ancrage existants. On réalise qu'en Méditerranée, finalement, il y a beaucoup de plaisanciers qui n'ancrent pas forcément très bien. Quand on y pense en termes de formation, en termes d'ancrage, on est assez léger sur ces aspects-là. Donc, l'idée aussi, c'est de comparer un peu ces aspects et puis derrière, être capable de faire une stratégie pour mettre en valeur les ancrages forains les plus adaptés. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de promouvoir tel système, mais c'est plutôt l'inverse. C'est en tout cas d'essayer d'enlever du marché les pires ancres en termes d'impact environnemental. L'idée étant que, de toute façon, il y a tellement de bateaux en mer qu'on ne va pas demain mettre des bouées pour tous les bateaux. Donc, si chaque navire était capable aussi de s'équiper d'ancrage qui impacte un peu moins le milieu, on gagne déjà un cran en termes de protection. Donc, ça, résultat d'ici un an. Slide suivant, s'il vous plaît. Et enfin, en termes d'innovation aussi, par rapport à la sensibilisation, on a eu un peu un regard rétrospectif sur ce qu'on a fait depuis 10-20 ans. On finance beaucoup d'associations pour faire passer les bons messages. Le constat qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de bateaux dans l'herbier. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire. À l'évidence, il faut qu'on change des choses, puisque ça ne fonctionne pas suffisamment, en tout cas.
Donc, on va mener une grosse étude sociologique pour identifier les cibles principales à atteindre. Ça, c'est un point important. On est très bon, je pense, collectivement, à développer des outils, des vidéos, des films, des flyers, des plaquettes. La question, c'est est-ce que l'outil est approprié par rapport à la cible qu'on vise? Typiquement, en Méditerranée, est-ce que la personne qui jette l'ancre dans l'herbier aujourd'hui, est-ce que c'est un plaisancier local retraité ou est-ce que c'est un touriste de la métropole qui vient une semaine avec son bateau? Voilà, on a besoin un peu de mieux comprendre un peu ça et de territorialiser cette compréhension afin de voir par rapport à ça quels sont nos outils de com, ceux qu'on a et comment on peut les adapter. Ça, c'est un point assez important qui pour nous est assez important. C'est ce qu'on vise, ce qu'on vise, c'est le changement de comportement. On a passé beaucoup de temps à essayer de sensibiliser les plaisanciers pour leur expliquer que l'herbier, c'est important. Et au final, nous, ce qui compte pour nous, c'est le résultat derrière. C'est-à-dire qu'on soit capable d'avoir un vrai changement de comportement. Donc, c'est un nouvel axe qui me semble assez innovant, puisqu'on part sur des notions de marketing social, au final. Il y a différentes techniques, comme les nudges, afin de vraiment créer peu à peu une nouvelle perception de l'herbier et un changement de comportement adéquat. Donc, c'est un nouveau marché public qui a été lancé cette année. L'étude commence en janvier-février avec des résultats en fin d'année prochaine, afin derrière de développer une stratégie de communication adaptée. Et enfin, le dernier point, c'est l'innovation en termes de coopération internationale. On réalise aussi en fait que les mesures qu'on peut prendre dans un pays peuvent impacter d'autres pays. C'est particulièrement le cas en Méditerranée par rapport à la Grande Plaisance. Grande Plaisance, ce sont des navires qui sont en Espagne une journée, ils vont sur la Côte d'Azur le lendemain et en Italie le troisième jour. Donc, c'est un vrai sujet. On était en Grèce il y a 2 ans. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle je n'avais pas pu participer aux journées éco-innovation en Bretagne. Il y a eu un colloque qui a été organisé sur ce sujet par l'Union européenne qui regroupait différents pays sur ce sujet de l'impact de l'ancrage par rapport à l'herbier de Posidonie. Suite à ce colloque, on a gardé contact avec nos pairs finalement de différents pays et on a monté peu à peu un réseau qui s'appelle aujourd'hui le Mediterranean Posidonia Network, qui vise, slide suivant s'il vous plaît, qui vise en fait à être un réseau inclusif, c'est-à-dire que ce ne soit pas un réseau de scientifiques uniquement ou de gestionnaires d'AMP, mais qui regroupe aussi le secteur nautique, ce qui paraît très important, les socioprofessionnels. Donc aujourd'hui, 2 ans après, on a 11 pays, on a la plupart des pays qui ont l'herbier de Posidonie qui nous ont rejoints. Donc on est très satisfait, on a plus de 50 membres. On a organisé, slide suivant s'il vous plaît, une première rencontre physique. Frédéric, on va te demander de peut-être conclure sur… Oui, simplement pour vous dire qu'on a un certain nombre de résultats, un site web, la réglementation qui est disponible pour l'ensemble des capitaines de l'ensemble des pays. Et on a un plan d'action qui couvre l'ensemble des thèmes, que ce soit la réglementation, l'innovation, la mise en place de bouées. L'idée étant vraiment d'être homogène afin que ce qu'on fait dans un pays ne va pas impacter l'environnement dans un autre pays, puisqu'au final, ce qu'on cherche, c'est comme la protection globale de l'environnement. Voilà, je m'arrête là, les derniers slides présentent ça. Et si vous avez besoin, vous pouvez nous joindre directement via l'adresse mail indiquée dans le PowerPoint. Voilà, désolé, j'ai peut-être été un peu long. Pardon. Non, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place là, depuis ces dernières années en Méditerranée et je pense que c'était important et utile de les partager avec tous. Donc, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants là, de la table ronde. Donc, restez avec nous parce qu'on va avoir une petite séquence de questions-réponses. Et peut-être pour l'introduire et puis pour compléter un petit peu le panorama, je vais donner la parole à Thibaut Reinhardt de la société InEurope qui va pouvoir, lui, nous présenter aussi sa vision et son positionnement en tant qu'entreprise sur ces questions de mouillage de moindre impact. Donc, Thibaut, je vous laisse la parole. Oui, merci bonjour. de nous avoir rejoints. Ouais, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est en direct de ma voiture. Bref, j'étais au tribunal pour un souci avec un salarié, la vie du chef d'entreprise. Du coup, j'ai pas du tout l'historique de ce que vous avez pu vous dire avant. Peut-être moi, je vais rester bêtement sur ce qu'on sait faire nous chez nous et vous raconter rapidement ce qu'on fait dans les mouillages chez InEurope. En gros, on a commencé à travailler sur le sujet avec les Glénans, avec la mairie de Fouesnant.
où on avait identifié cette problématique voilà, qui nous avait été remontée par les Glénans. L'objectif était d'essayer de préserver un maximum les fonds sur les Glénans. Donc on a fait toute une série de prototypes pendant 2, 3, 4 ans. Et puis aujourd'hui, on arrive aujourd'hui à une solution qui est standard, qu'on peut commencer à dupliquer un petit peu partout. Après, voilà, peut-être mon témoignage, c'est maintenant que tout ça est prêt, nous, de notre côté, on sent qu'il y a encore beaucoup de freins au changement, qu'on a encore à montrer patte blanche et à montrer que ça fonctionne, alors que nous, on a encore des résultats, mais voilà, faut pas hésiter déjà à nous contacter pour échanger là-dessus, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tout pour que ça fonctionne. Et je rajouterais en plus que ça fonctionne au niveau des fonds, mais surtout il y a l'aspect RSE qui est en train de, en tout cas moi que je trouve très intéressant, c'est que on divise quand même par 7 le poids des mouillages, et du coup c'est vrai que pour tous les gens qui travaillent là-dedans, on est assez fiers d'apporter cette solution, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme ça? C'est un peu à la volée. Je suis vraiment désolé de l'ambiance de mon véhicule. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis peut-être, peut-être juste rapidement, c'est qu'effectivement, on est en train de travailler un livre blanc en ce moment, qu'on cherche à faire co-signer par un maximum de personnes. Parce que c'est vrai que de passer au synthétique, c'est un cap et qu'il faut bien le faire. Donc ça nécessite des études, de revoir un petit peu les plans d'implantation, de revoir les zones pour bien faire les choses, parce que je pense que la rupture là qu'on est en train de vivre de l'acier au synthétique, on va le vivre qu'une fois, donc ça vaut le coup de bien faire les choses, voilà. Et donc n'hésitez pas à nous contacter, et j'espère que vous téléchargerez notre livre blanc là qu'on est en train de finaliser, qui sera prêt en début d'année. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ça sonne juste par rapport à ce que vous avez pu dire avant, voilà. Oui, merci pour ce complément. C'était intéressant et utile d'avoir aussi dans notre petite table ronde. Puis s'il y a des questions aussi, notamment des questions techniques, qui est aussi un représentant d'une entreprise qui soit parmi nous. Donc merci de nous avoir rejoints. Je vous propose du coup qu'on ouvre la séquence de questions-réponses. Donc Coraline Jabouin de l'Office français de la biodiversité a collecté un peu les différentes questions qui sont apparues dans le chat. Coraline, tu veux les reprendre ou tu veux que je commence à les poser? Moi, je peux les reprendre. Donc, il y a eu une question sur notamment les coûts associés à l'installation de mouillage innovant et ou à l'installation de SMEL. Donc, pour donner un ordre d'idée, sur une des fiches de retour d'expérience de l'OFB, à partir des coûts qui ont été, des coûts observés au Glénan, Néroise et notamment, donc un mouillage innovant, on considère que c'est à peu près entre 600 et 1 000 € l'installation pour chaque mouillage. Par contre, pour les SMEL, il y a eu quelques chiffres donnés notamment par Frédéric Villers. On est déjà sur 100 000 à 150 000 € d'études, rien que pour une étude préalable à l'installation d'une SMEL. Donc on est quand même, et cela n'inclut, donc on est quand même sur des ordres, ce type d'ordre de grandeur. Et les 600 à 1 000 € n'incluent pas l'enlèvement d'un précédent mouillage, par exemple. Oui, Frédéric? Peut-être pour compléter, juste en termes de coûts, nous, les chiffres qu'on a en Méditerranée sont un peu plus importants. C'est plutôt plusieurs milliers d'euros pour un ancrage fixé à vis, mais par contre, ça inclut la pose et les tests d'arrachage qui sont primordiaux. C'est un point important dans les marchés. Le fait d'installer des ancrages, il est important dans le marché pour une collectivité de prévoir les tests d'arrachage réguliers. Donc, ça aussi, ça a également un coût. Donc, à voir ce qui est inclus dans le coût des 600 à 1 000 € pour l'Atlantique, mais c'est important pour une collectivité d'intégrer le fait qu'il y a l'achat de l'encre, l'assurance du prestataire derrière, la géotechnie au préalable qui permet de bien concevoir l'encre. Je veux bien porter un petit témoignage aussi, donc Ronan Pasco, si on m'entend. Il y a mon collègue Benjamin Simon, là, que certains d'entre vous connaissent aussi. Il a longtemps travaillé à l'association Econave. Il travaille au parc maintenant. Et dans le cadre de nos travaux, il a fait une petite étude aussi où on a comparé, entre guillemets, 4-5 types de mouillage innovants. On a fait des moyennes. On a fait la même chose pour un mouillage classique.
Donc bien pose, y compris la pose, donc le bloc ou la vis, l'orin, la chaîne, 6 chaînes, la bouée et la pose, c'est important. Donc on arrive, je ne vais pas dire des montants, mais on arrive à un montant un tout petit peu supérieur en moyenne à un mouillage classique. Par contre, quand on parle sur 10 ans en fonctionnement, je crois que c'est au bout de la 8e année, 7e ou 8e année, où comme il y a moins de frais de fonctionnement, puisqu'on n'a plus de chaîne notamment, les courbes se croisent et à partir de la 8e année, un mouillage innovant est plus intéressant financièrement qu'un mouillage classique. Oui, Thibaut. Ouais, moi je vais me permettre juste de rajouter quelque chose, effectivement. Donc il faut vraiment réfléchir dans le temps long, hein, parce que ces solutions-là durent longtemps. Et moi je rajouterais qu'aujourd'hui, au départ, on nous demandait un cahier des charges avec des charges hyper importantes. Donc on était souvent là au Glénan, les premières lignes qu'on installait, c'était 30 tonnes pour accrocher des petits bateaux. Finalement, en réduisant les caractéristiques, le dimensionnement des lignes, et nous, avec le côté industrialisation, là, les derniers devis qu'on a fait pour une ligne en échouage de 8 mètres, on est autour de 250 €, 300 € prix public, sachant que quand on nous en commande plus de 30, on fait 25% de remise. Donc je pense que ces coûts-là, avec les volumes qui vont arriver, vont permettre d'être encore énormément diminués. Et nous, en tout cas, on cherche vraiment à facturer le juste prix là-dessus et d'accompagner tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le volume aidant, je pense que ça va être de plus en plus simple. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Et sur cette question des coûts, il y a eu également une question par rapport à la gratuité ou non de ces mouillages et aux questions qui se posent de ce côté-là, puisque ces mouillages doivent être renouvelés quand même relativement régulièrement. Et voilà, à quel prix pour le plaisancier qui paie pour un stationnement habituel du bateau, mais qui devra probablement payer encore pour faire escale là où c'était gratuit. Activité de plus en plus réservée aux plus aisés. Donc il y a des interrogations autour de cette question-là. Ben, en tout cas, pour le bassin d'Arcachon, c'est ce que j'évoquais à un moment dans ma présentation, c'est que cette logique d'accompagnement financier, mais également de la gestion des mouillages et de la gestion des abonnements ou autres, ça fait vraiment partie des discussions qu'on a avec les gestionnaires pour les accompagner vers une transition des mouillages écologiques. On a vraiment deux options qui sont que le mouillage doit remplir son rôle premier qui est de mouiller un bateau en toute sécurité. Et ça, quelque part, c'est vraiment ce qu'on nous dit en premier lorsqu'on rencontre les gestionnaires, qui est que, OK pour le gain environnemental, mais il faut que ça assure bien en premier lieu sa fonction première de mouiller un bateau en toute sécurité. Et ensuite, on a tout ce qui est derrière, la gestion de la semelle et la gestion des forfaits auprès des différents plaisanciers. Et sachant qu'au niveau du parc naturel marin, on a quand même une attention particulière à ce que d'un point de vue social, on ne soit pas dans une exclusion d'une certaine catégorie pour accéder à ce type de pratique. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais comme ça vient d'être dit, on est quand même sur une généralisation de ces mouillages écologiques qui entraînent des prix vers le bas et qui commencent à laisser envisager des prix pour tout le monde qui soient acceptables au vu des gains. Il y a eu pas mal de remarques, donc sans forcément de questions, mais sur la nécessité de travailler beaucoup sur les aspects de sensibilisation et de communication auprès des plaisanciers. Frédéric, tu as évoqué les nouvelles techniques un peu du marketing, les nudges, etc. La communication engageante, donc oui, ça fait partie des points qui sont très importants pour accompagner les changements de pratiques. Pardon, si je peux peut-être me permettre sur cette question de la sensibilisation, là, il y a en lien avec l'OFB d'ailleurs, il y a une étude qui part justement sur essayer d'analyser et d'améliorer les moyens de communication auprès des plaisanciers, alors à l'échelle Morbihan, Morbraz. Voilà, donc en fait c'est un sujet, en effet c'est un champ qu'il faut absolument qu'on investisse de façon importante. Voilà, c'était simplement cette précision. Ça part en tout cas en réflexion. Ronan Pasco aussi, je veux bien rapporter une toute petite précision par rapport à ce qu'a dit Julien. Et nous, on a deux personnes qui sont sur l'eau l'été, dont Benjamin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font la sensibilisation auprès des plaisanciers. Et du coup, ils en ont profité aussi pour aller sonder les plaisanciers pour lesquels le bateau est sur des mouillages innovants qu'on a expérimentés. Et aussi les plaisanciers qui se mettent sur les mouillages innovants qu'on a sur l'île d'Ilure, où là, on en a plusieurs centaines ou milliers par été qui se mettent dessus. Et en fait, l'idée, c'est, parce qu'il y a une petite appréhension à se mettre sur ce type de mouillage, et en fait, voilà, ils nous disent que de toute façon,
Il n'y a pas, eux, le retour qu'ils font, c'est que c'est la même chose. En fait, ils ne savaient même pas qu'ils étaient sur un mouillage innovant. Voilà. Je pense qu'il faut aussi casser un peu cette. C'est vrai qu'on a 50 ans de culture où on avait mis beaucoup de chaînes, on est rassuré d'avoir beaucoup de chaînes au fond. Et en fait, nous, les plaisanciers qui sont sur nos mouillages et quand on les a interrogés, ils nous disent que voilà, le ressenti, c'est que c'est pareil qu'avant, voire ah bon, on ne savait même pas qu'on était sur un mouillage innovant. Donc, je pense que c'est important aussi d'un point de vue culturel. Ouais. Et nous allons bientôt conclure. Donc, il y a encore une question, mais j'invite Monsieur Claudel qui a posé une question directement spécifique pour le golfe du Morbihan, donc à destination de Ronan Pascaud, sur l'impact à la fois de la plaisance et de l'ostréiculture sur la protection des herbiers zoster. Mais peut-être que c'est une question très spécifique. Je vais la reposer dans le chat et peut-être que Ronan Pascaud pourra y répondre directement dans le chat pour accélérer un petit peu et ne pas prendre trop de retard. Et la dernière question à prendre, c'était quid du vieillissement des structures en acier ou en béton? Est-il envisageable d'utiliser un autre matériau issu des BPHU notamment? Je ne sais pas si personne entre vous souhaite répondre à cette question. C'est vrai que c'est Frédéric Villers qui a évoqué qu'en Méditerranée, vous travaillez notamment sur ces aspects-là. Est-ce que du coup, il y a une réflexion un peu spécifique en Méditerranée ou peut-être Thibaut Reinhardt, si vous y réfléchissez Alors, moi, à mon échelle, c'est un vrai sujet qu'on n'a pas trop abordé à ce jour en Méditerranée. Peut-être que j'ai vu que Kevin et Alizé étaient là. Je ne sais pas si dans les PNM, ils l'ont abordé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est surtout parti du fait que le vrai sujet pour nous, c'est éviter d'artificialiser le fond avec une grande surface de corps mort. Après, la durabilité du béton ou des lignes de mouillage, on l'a peu évoqué. C'est probablement un sujet dans l'absolu. Après, en fait, on se base, pour faire simple, sur les réseaux de surveillance de la qualité des eaux en Méditerranée. Et par exemple, on nous évoque souvent le sujet des anodes en aluminium. Bon, relativement à d'autres polluants, la dispersion est telle qu'on ne l'a pas classé en priorité. Il me semble que c'est quand même un sujet sur lequel ce serait intéressant qu'on donne aussi des lignes directrices par rapport aux matériaux, les matériaux les plus vertueux au niveau chimique. C'est vrai que c'est un point à ce jour sur lequel on a peu travaillé, sur lequel on serait intéressé justement de peut-être cette fois-ci prendre un peu les retours d'expérience de l'Atlantique. Côté Arcachon, en tout cas, c'est vrai que nous, c'est quand même des choses qu'on a abordées pour évaluer un peu le système qui était développé. Et c'est vrai qu'en termes d'entretien, on est quand même sur des entretiens moindres, notamment pour la gueuse en fonte par rapport à la gueuse en béton. Alors c'est vrai que il y a l'histoire de l'occupation du sol, mais également pour nous une histoire de pollution de l'eau qui peuvent être générées par ce qui peut sortir du béton, qui doivent être replacés très régulièrement, tout comme la chaîne qui doit être remplacée très régulièrement par rapport à une ligne textile ou par un bloc béton, par un bloc fonte. Après, voilà, le bloc fonte, j'ai échangé hier avec ETM. Voilà, c'est ce qui fait que le système proposé à l'heure actuelle par ETM coûte 1 000 €. Si on bascule sur un autre système de gueuse, on va être sur quelque chose de beaucoup moins cher, mais quelque part de beaucoup moins durable. Et donc, cette notion vraiment de reporter le coût dans le temps, ce qu'a fait tout à l'heure Ronan Pascaud, c'est vrai qu'à l'achat, ça peut paraître plus cher, mais au bout de 10 ans, logiquement, le gestionnaire est gagnant ou c'est transparent pour lui en termes de coût. Sachant qu'après, eux, ils fonctionnent sur des marchés de 4 ans. Donc, c'est vrai que là où je reviens sur l'ingénierie, la gestion financière des marchés autour des SMEL qu'ont les gestionnaires, c'est qu'eux ne fonctionnent pas forcément à l'échelle de temps que nous, on va considérer pour les mouillages écologiques, par exemple. Eux, c'est des marchés de 4 ans qui doivent renouveler tous les 4 ans, quand nous, on parle d'amortissement sur 7, 8 ou 10 ans. Merci beaucoup à tous les intervenants pour ces éléments et vos réponses. C'est vrai qu'on voit effectivement que de s'inscrire dans le temps long nous montre en fait tout l'intérêt des développements technologiques et la rentabilité, à la fois, si on peut dire ça, rentabilité écologique et la rentabilité économique arrive aussi, mais comme tu viens de l'indiquer, Kevin, voilà, dans un temps qui n'est pas toujours complètement compatible avec la durée des marchés publics. Frédéric, tu voulais ajouter un dernier point? Oui, juste un point, parce qu'on parle beaucoup de rentabilité. À mon sens, dans le critère de rentabilité, il faut prendre en compte tout simplement le gain du service écosystémique rendu par les habitats. Par exemple, pour l'herbier, on l'a chiffré à plus de 100 000 € par an par hectare.
protégés. Donc, c'est aussi des points à mettre en valeur auprès il me semble, des acteurs privés pour s'investir. Protéger la Zoster, alors je n'ai pas les chiffres pour la Zoster, mais il doit. Ah, ça a coupé, on ne t'entend plus, mais on a compris effectivement l'esprit de pouvoir bénéficier du gain des services écosystémiques apportés par les habitats qui vont être, les espèces qui vont être protégées. Je propose qu'on conclue cette table ronde. Thibaut lève la main. Stéphanie, juste, il y avait Thibaut là qui voulait intervenir. Oui, vas-y Thibaut. Oui, merci. Non, mais en fait, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on mettait de la chaîne. Je vais parler juste de résistance et de cas de charge finalement, parce que je pense que finalement, aujourd'hui, il y a encore un énorme boulot à être fait là-dessus. C'est qu'historiquement, quand je parlais au début, là, tout à l'heure, de résistance de 30 tonnes, c'était finalement l'équivalent de la chaîne qui était installée. En fait, on mettait de la chaîne, de la grosse chaîne, parce que elle s'oxydait au fil de l'eau, et du coup, il fallait mettre assez de matière pour que ça tienne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai travail de fond pour finalement qualifier les charges réelles qu'il y a sur ces mouillages pour derrière finalement dimensionner aussi bien les corps morts, les lignes et compagnie. C'est vrai que pour la petite histoire, nous on a développé une petite calculette de mètre couple qui nous permet d'estimer un petit peu les charges. J'ai vraiment du mal à avoir plus de 500 kg sur un bateau de 6 mètres, sur un ancrage de bateau de 6 mètres. Donc derrière, ça voudrait dire que le corps mort, il pourrait être aussi tout petit. Et je pense que là, c'est des choses qu'on va pouvoir faire dans les futures années. Moi, je ne serais pas étonné qu'on diminue très fortement toute la taille des éléments qui aujourd'hui constituent les lignes de mouillage, quoi. Mais voilà, encore une fois, il faut de la réassurance, il ne faut pas aller trop vite. Mais voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien mener toutes ces campagnes, mais voilà, c'est des campagnes qui sont longues et financièrement un peu importantes, avec des capteurs, tout ça et compagnie. Mais je pense que là, il y a peut-être un vrai sujet à mener. Et nous, on est ouvert à travailler avec un maximum de gens. Je pense que c'est des informations qui devraient être publiques dans le temps, quoi. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Très bien, merci beaucoup. On a aussi des informations complémentaires dans le chat sur le fait que l'Université de Poidour travaille sur des bétons pour les corps morts qui seraient biosourcés à partir de coquilles d'huîtres. Donc c'est voilà aussi un autre aspect qui est intéressant à partager. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Je pense que ça montre tout l'intérêt qu'on continue dans un format assez large d'échange sur la question des mouillages de moindre impact, parce qu'on voit qu'on apprend tous finalement collectivement ensemble sur ce sujet. Donc c'est vrai que moi c'est un point vraiment utile où on voit que chacun apprend une petite part et on progresse ensemble sur ce sujet. Donc, en tout cas, je retiens, nous, pour notre programme, que je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment qu'on continue à développer et à favoriser la mise en commun et l'échange entre les collectivités, les gestionnaires d'aires marines protégées, les entreprises privées et évidemment les scientifiques qui peuvent aussi nous apporter des solutions techniques et technologiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important à poursuivre. J'ai noté vraiment la réglementation comme aussi l'effet levier, mais réglementation associée vraiment à une gouvernance vraiment spécifique qui associe tous les acteurs. Donc c'est vraiment l'exemple de la Méditerranée. D'un point de vue des développements technologiques, on voit qu'on a encore quelques questionnements ou en tout cas des contextes un peu particuliers, notamment ce qui nous a été présenté sur Belle-Île, où on a besoin de réponses techniques un peu spécifiques. Moi, j'ai été contente d'apprendre que sur la Grande Plaisance, on était vraiment à un dispositif quasi pré-commercial. Donc, on est presque au bout du développement technologique. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On voit aussi que les aspects financement mutualisés, donc vraiment la mise en commun avec des appels à projets communs étaient intéressants et que le plan de relance a pu vraiment apporter aussi une aide significative sur certains projets. Et je note également pour notre programme tout le travail à poursuivre sur les enjeux associés à la sensibilisation, qui est vraiment un point qui va permettre en fait d'accompagner tout ce travail sur les mouillages de moindre impact. Donc un grand merci à tous nos intervenants et puis aux participants qui ont posé des questions. Merci à vous.